Bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés malgré ces frimas. Alors d'autres personnes sont attendues. Elles arriveront au fur et à mesure. Mais bon, je ne pense pas que ça soit dérangeant pour ce cours. Alors je suis ravie de parler ici ce soir d'Elie Wiesel dans l'Institut universitaire Elie Wiesel éponyme qui célèbre cette année la disparition de ce grand maître par une série de conférences dont celle-ci s'inscrit. Alors pourquoi Elie Wiesel à l'Institut Elie Wiesel Tout simplement parce que les deux organismes et cette personnalité évoquent cette transmission d'un savoir juif dans la pluralité de ses composantes et dans l'ouverture à un public le plus large possible. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va? Alors, le titre de la conférence de ce soir est un peu pompeux. Penser la reconstruction, vivre le judaïsme, Elie Wiesel et la pensée juive de langue française. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que la personnalité d'Elie Wiesel s'est inscrite dans le renouveau de la pensée juive au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de l'espoir suscité par la création de l'État d'Israël. Donc il y a deux éléments dans le titre de cette conférence. Il y a à la fois la personnalité et la pensée d'Elie Wiesel, un penseur que l'on réduit souvent à celui d'un témoin de l'horreur de la Shoah. Et on va tenter de voir ce soir qu'il était bien au-delà de cette acception, c'est-à-dire qu'il a participé au renouveau de la pensée juive au lendemain de la guerre. Le renouveau de la pensée juive au lendemain de la guerre a pris un nom très particulier qui s'est appelé l'école de pensée juive de Paris. Cette école de pensée juive de Paris était constituée de deux éléments, à la fois le colloque des intellectuels juifs de langue française et l'école Gilbert Bloch d'Orsay. Nous allons voir ce soir qu'Elie Wiesel a été un des animateurs, un des participants, un des inspirateurs de ces deux expériences. Alors l'école de pensée juive de Paris, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience qui est surtout connue par le nom des participants qui sont Emmanuel Levinas, André Neher, Vladimir Yankelevitch, Albert Memmi, Léon Ashkenazi, Eliane Amado-Lévy-Valency, et je pourrais vous en citer bien d'autres, qui ont participé à cette expérience et qui reposaient sur un triple constat. Le premier constat, c'était de s'interroger sur les réponses à apporter en tant que juif à l'échec de la modernité incarné par Auschwitz. C'était également redonner ses lettres de noblesse à la pensée juive en l'insérant dans le grand débat des cultures. Et enfin, de ramener sous le giron du judaïsme tous ces intellectuels juifs qui s'en étaient écartés. Aujourd'hui, en cette année universitaire 2016-2017, nous fêtons le 60e anniversaire de la création du colloque des intellectuels juifs de langue française qui a vu le jour à Lausée, dans une maison d'enfants à Versailles, la même maison d'enfants qui a accueilli Elie Wiesel. Donc c'était le 24 mai 1957, à l'invitation de représentants de la section culturelle du Congrès juif mondial, dont Aaron Steinberg, Léon Algazi, Edmond Fleck qui avait signé les invitations et qui s'était dit qu'il fallait repenser la modernité, repenser le judaïsme, repenser la définition de la question ontologique de qu'est-ce qu'être juif pour ce groupe juif des intellectuels. Et donc, il avait signé ces invitations pour lesquelles il avait invité les noms que j'ai cités tout à l'heure de Emmanuel Levinas à Yankelevitch. La hauteur, la teneur des discussions était tellement pointue, tellement importante que ce Shabbat plein a réussi et il est devenu cette institution de la judaïcité française qui s'est appelée le colloque des intellectuels juifs de langue française. L'autre élément dont je viens de vous parler, et c'est important que je vous resitue pour mieux comprendre l'inscription d'Elie Wiesel dans cette expérience, c'est l'école Gilbert Bloch à Orsay, qui a été créée à la rentrée de 1946 par Robert Gamzon, dit Castor Soucieux, qui était le créateur des EI, le créateur des éclaireurs israélites, et qui a créé cette école tout simplement comme laboratoire d'élite des éclaireurs israélites de langue française. Et les trois éléments que je vous ai évoqués tout à l'heure, former les cadres de demain, s'interroger sur les réponses à apporter à l'échec de la modernité incarnée par Auschwitz, et puis redonner ses lettres de noblesse à la pensée juive, étaient les éléments essentiels de cette école qui a fonctionné jusqu'aux années 70 et qui est liée également à la pensée de
Elie Wiesel. Alors, Elie Wiesel, représentant de l'école de pensée juive de Paris, et surtout, j'insiste, quelqu'un dont l'action ne se limite pas à un écrivain américain d'expression française et qui est vraiment une personnalité importante dans l'élaboration d'une pensée. Et pour cela, il est nécessaire de revenir à sa formation. La fidélité à sa formation, que l'on voit déjà dès son enfance, eh bien, est un élément indispensable pour comprendre l'élaboration de sa pensée. L'enfance avant le chaos ou avant la Shoah. Alors, on sait qu'Elie Wiesel est née le 30 septembre 1928 à Marmory-Sziget. Marmory-Sziget, alors c'est une petite ville en Transylvanie, un petit village des Carpates qui a été ballotté entre la Hongrie et la Roumanie. À l'époque où naît Elie Wiesel, la ville se trouve en Roumanie, mais la culture est hongroise. Donc à la maison, chez les Wiesel, on parlait essentiellement le hongrois, mais on parlait aussi le roumain. Alors, quand on dit aujourd'hui, on dit généralement que Elie Wiesel est née à Sziget, qu'il ne faut pas confondre avec Sziget, S-I-G-H-E-T, qui se trouve en Roumanie et où est organisé, et d'ailleurs je crois que ça va commencer dans quelques jours, un festival des cultures juives. Donc le Marmory-Sziget de Elie Wiesel, c'est ce petit village des Carpates. Et là on voit ici, dans cette grande photo, la rue des Juifs, et Elie Wiesel devait habiter dans une de ces maisons. Alors il faut imaginer que la plupart d'ailleurs Elie Wiesel en rit dans un de ses livres, que la plupart des habitants de Marmory-Sziget étaient des rabbins. Il y avait en face le rabbi de Borch, il y avait le père de Elie Wiesel qui était Rebbe, il y en avait un autre à côté, et quand des questions se posaient, eh bien Elie Wiesel n'avait qu'à traverser la rue, à droite ou à gauche, pour rencontrer des érudits de la tradition juive. Donc déjà, ce lieu où naît Elie Wiesel est quelque chose d'important. Elie Wiesel naît donc dans une famille pieuse, mais également ouverte au monde. Et il est entouré de ses parents, Shlomo et Sarah, qui sont des commerçants, et de ses sœurs aînées qu'on voit ici sur la photo, Hilda et Béa. Et lui, donc, est le troisième enfant et naîtra quelques années plus tard, après cette photo, à 10 ans d'écart de lui, sa petite sœur Tzipora. Alors là, on voit une photo de la famille à son âge d'or. On voit par la manière dont la famille est habillée que c'est une petite bourgeoisie. Alors évidemment, on ne peut pas comparer à la bourgeoisie d'après-guerre, mais c'est une famille qui vit correctement, qui ne souffre pas du manque d'argent. Et donc sa mère, Sarah Fay, que l'on voit ici, était pieuse et elle appartenait à la Chassidoute Vishnitz. On va y revenir. Elle était née en 1905 et les deux autres personnes, donc ses deux sœurs, Hilda et Béa, qui ont 1 an et 2 ans de plus que lui, eh bien, avec leur maman, la maman disparaîtra pendant la Shoah et ses deux sœurs seront survivantes. Mais on en reparlera un instant. Alors, ce qui est important de voir dans ce contexte familial, c'est que Elie Wiesel, souvent, dans ses œuvres, a évoqué cet amour maternel, notamment, cet amour qui l'a entouré quand il était enfant. Et c'est cet amour, sans doute, qui lui a donné une assise psychologique très solide pour faire face à l'adversité. Et dans sa biographie, on note plusieurs éléments qui annoncent ses engagements ultérieurs, et notamment l'influence de son père, Shlomo ben Nissel Wiesel, qui va lui inculquer les premières notions de Talmud. Alors, le Rebbe Shlomo ben Nissel Wiesel était un notable dans la communauté de Sziget. Il avait une place très importante. On venait le consulter quand il y avait un souci dans les familles ou quand il y avait des questions personnelles. Et paradoxalement, la proximité qu'il avait avec les autres habitants de la ville de Sziget, eh bien, il ne l'avait pas avec son fils, Elie Wiesel. Et Elie Wiesel se souvient que les seuls moments qu'il pouvait partager avec son père, et il en profitait, c'était le moment avant Shabbat où il allait à la synagogue et où il le tenait par la main. Et cette poignée de main était quelque chose d'important pour ce petit Elie Wiesel, alors qui s'appelait à l'époque Eliezer, qui était le prénom de son grand-père paternel.
Et donc, Shlomo ben Nissel était un chef respecté dans la communauté. À la table de Shabbat, il y avait toujours tous les mendiants de la ville venaient à cette table. Son père était d'une générosité extrême. Il avait le mot juste et les conseils justes. Il était très respecté. Et ses références, constamment, étaient ses références au Talmud, inculquées à Elie Wiesel dès le plus jeune âge. Alors, comment Elie Wiesel parle de son père? Il en parle ainsi dans Le Chant des Morts, je le cite. « Mais quoique pratiquant, il n'était nullement fanatique. » Il parle de son père, donc. « Au contraire, il prêchait l'ouverture de l'esprit sur le monde. Il vivait avec son temps. Il refusait de sacrifier le présent à un avenir imprévisible quel qu'il fût. Il aimait les joies quotidiennes, simples, et ne considérait point son corps en ennemi. Il rentrait rarement le soir sans nous apporter des fruits exotiques, des friandises. Curieux et tolérant, il fréquentait les cercles chassidiques parce qu'il admirait leurs chants et leurs histoires, mais se refusait à cloîtrer son esprit, comme eux, dans un système. » Et qu'est-ce qu'il ajoute ? « Ma mère témoignait de plus de ferveur, de plus de dévotion que lui. » Alors sa maman, sa mère, Sarah, il avait, alors un bon fils juif, un amour considérable pour sa mère. Les premières fois où il a dû aller au Cheder, il était malheureux de quitter sa mère. Et finalement, la chaleur qu'il n'avait pas auprès de son père, eh bien, c'était sa mère qui lui a apporté. Et sa mère était une adepte, une fidèle de la chassidoute de Vischnitz. Je vous montre ici... Alors, c'est quelque chose qui va débuter dans quelques jours. C'est un panneau que vous voyez avant tout le monde. On voit très mal, mais qui va être exposé à Marseille, qui consacre une exposition à Elie Wiesel. Et dans une des vignettes, il y a une mention du fait que c'est la mère d'Elie Wiesel qui lui fait rencontrer le rabbi de Vischnitz. Et le rabbi de Vischnitz, c'est décrit à côté de sa photo, prédit à Elie Wiesel qu'il aura un grand avenir, mais sans sa famille. Et sa mère n'a jamais voulu lui dire ce qu'avait dit le rabbi de Vischnitz, parce que ça la rendait malheureuse de savoir qu'elle ne pourrait pas être aux côtés de son fils pour accompagner sa renommée. Alors, cette chassidoute de Vischnitz, eh bien, sa mère la tient de son père, qui est le grand-père maternel d'Elie Wiesel, le Rebbe David Feg, qui était quelqu'un de très important pour Elie Wiesel. Il lui est arrivé de fuguer enfant, et c'est chez le Rebbe David Feg qu'il se réfugiait. Et le Rebbe David Feg était un chassid bienveillant qui était un adepte de cette dynastie chassidique fondée par le rabbin Menachem Mendel Hager, ce qu'on appelle le rabbin de Vischnitz. Et toute sa vie, Elie Wiesel s'est réclamé et du chassidisme et du rabbin de Vischnitz. Alors, une anecdote que raconte Elie Wiesel. Elie Wiesel aimait rencontrer le rabbi de Lubavitch. Quand il était à New York, donc on fait un petit saut dans les années, arrivé à New York, une des personnalités importantes avec lesquelles Elie Wiesel aimait discuter, c'était le rabbi Menachem Schneerson, le rabbi des Lubavitch. Et bien un jour, il lui a dit, et je le cite, « La portée de ses efforts, surtout en Chinour, ce qu'il a fait, je ne pense pas que quelqu'un a fait. » Donc il parle du rabbi des Lubavitch. J'étais très proche de lui d'une manière différente. Et il parle d'un autre rabbi dont il était proche, qui était Ménaché, et qui était un rabbin de la chassidoute Vischnitz. Et il lui a dit qu'il disait toujours « Rebbe, je suis un Vischnitzer, je le répéterai toujours, et je resterai un Vischnitzer, comme le Havas Israël était mon premier rabbi. En effet, lorsque j'ai rencontré le rabbi Belzer, j'ai dit « Je suis de Vischnitz, je réclame ma chassidoute ». Pour vous dire en fait que cette pensée chassidique est transmise par son père et transmise par son grand-père, ne l'a jamais quitté, et que la formation d'Elie Wiesel s'inscrit dans une fidélité à ses engagements qu'il avait enfant, malgré les épreuves. Alors,
L'autre élément de sa formation, alors qu'il était enfant, ce sont ses maîtres, puisque dans ce petit village des Carpates, à Marmorichiget, eh bien, les enfants allaient au Rédar très tôt et ils étaient formés par de nombreux maîtres tout au long de leur existence. Donc ces maîtres ont poursuivi la formation que lui avaient prodiguée son père et son grand-père, et ces leçons étaient un élément de son confort lorsqu'il était enfant. Donc son enfance et son adolescence, avant la Shoah, sont consacrées à l'étude du Talmud et de la Kabbale, grâce à des maîtres de la yeshiva et des tuteurs particuliers. Et Elie Wiesel dira même que le Talmud, c'est le chant inoubliable de mon enfance. Pour lui, l'exégèse talmudique est un refuge insondable en ces temps troublés par les actes antisémites avant la guerre déjà. Une étude talmudique à laquelle il ne renoncera jamais, même après la guerre, quand il traversera une longue crise d'angoisse religieuse. Et pour Elie Wiesel, ce retour au texte, cette importance de l'étude est la clé de compréhension de son présent. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que c'est un chef-d'œuvre inégalé de la mémoire, le Talmud, 2,5 millions de mots, couvre tous les aspects de toutes les activités humaines, littérature et jurisprudence, médecine et géométrie, géographie et astronomie, paraboles, aphorismes, problèmes de l'individu face à la société, comportement devant l'étranger, interrogation sur le sens de la vie, interprétation de la loi, analyse psychologique, conflits culturels et religieux. Tourne donc les pages, dit un sage, tourne-les bien, car tout y est. Donc pour Elie Wiesel, la panacée, la réponse à toutes les questions que l'on peut comprendre, que l'on peut tenter de comprendre dans le présent et permettant d'envisager le futur, se trouve dans la Torah. Et cette méthode sera précisément celle des penseurs de l'après-guerre, celle de l'école de pensée juive de Paris. Alors à Siguet, déjà enfant, on sait qu'Elie Wiesel, Eliezer, se rendait souvent au bureau de la communauté juive et il était le seul enfant à taper des pages de commentaires bibliques sur l'unique machine à écrire de la ville qui se trouvait donc dans la communauté. Et puis vient la nuit. Alors, vous avez ici une page du manuscrit de la nuit. Elie Wiesel le raconte dans la nuit, on ne va pas y revenir. La nuit, vous le savez, a d'abord été écrite en yiddish. En yiddish, c'était Le monde se taisait, c'est devenu La nuit sur les conseils de François Mauriac. Donc il raconte l'expérience concentrationnaire, les humiliations allemandes et hongroises qui arrivent jusqu'à Siguet et qui culminent avec la création du ghetto en 1944 et le 16 mai 1944. On sait que les déportations en Hongrie ont été très tardives. Eh bien, les gendarmes hurlent aux Juifs de la ville de descendre dans les rues et tous les habitants sont déportés à Auschwitz, dont la famille Wiesel. Sa mère et sa sœur sont immédiatement gazées. Ses sœurs luttent pour vivre. Elie Wiesel survivent au camp et aux marches de la mort qui les mènent d'Auschwitz à Buchenwald. Et Shlomo, son père, décédera à bout de force après cette marche dans l'infirmerie de Buchenwald devant son fils. Un épisode traumatique qu'Elie Wiesel n'a jamais cessé d'écrire ou de décrire. Et Elie et ses deux sœurs aînées seront les deux seuls rescapés de la famille. Cet échec de la modernité qu'incarne Auschwitz, alors Elie Wiesel ne l'appelait pas Auschwitz, il l'appelait Treblinka ou la nuit. Eh bien, Elie Wiesel n'a pas de cesse de l'évoquer dans son œuvre. J'aurais pu vous donner des dizaines de citations. Je ne vous en donnerai qu'une seule. Auschwitz marque le tournant décisif, ultime, à plus d'un niveau de l'aventure humaine. Sa vie, son œuvre, sera dédiée à cette tumeur de l'histoire, dont il ne cherche pourtant pas les clés de compréhension, mais il cherche à témoigner. Et ce témoignage débutera après un silence de 10 années qu'il s'était imposé, et le silence sera rompu par cet ouvrage, La nuit. Elie Wiesel dira lui-même qu'à force de trop en parler, eh bien ça déborde. Et volontairement, ce passage sur l'expérience concentrationnaire d'Elie Wiesel, je vais le laisser très court puisqu'il en a beaucoup parlé. Alors même s'il est décisif dans ses engagements et ses enseignements ultérieurs, il est malheureusement souvent le seul marqueur que retient la doxa de son parcours.
Et Elie Wiesel disait, lorsqu'on écoute ou qu'on lit un témoin, on le devient. Alors évidemment, et c'est ce que je vais vous démontrer, Elie Wiesel a été bien plus qu'un témoin. Il a été un artisan de ce renouveau, de la pensée juive en France, au lendemain de la libération. Alors si l'on sait que sa formation religieuse remonte à sa prime enfance, alors cette formation religieuse que l'on peut résumer par l'attachement au chassidisme et à la chassidoute de Vichnitz, eh bien, sa formation intellectuelle est liée à l'OSE, à l'œuvre de secours à l'enfance. Et en 2008, pour son 80e anniversaire, l'OSE, le 80e anniversaire d'Elie Wiesel, eh bien, l'OSE lui rendait hommage. Et celui qui était alors la plus haute autorité morale sans doute de ce monde, eh bien, rappelait tout ce qu'il devait à cette institution et notamment sa survie après-guerre. Il disait « Sans l'OSE, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler ». Et sa gratitude envers cette institution et à la France qui l'accueillait après la tragédie ne furent jamais démenties. Le camp de Buchenwald, où se trouvait Elie Wiesel, fut libéré par les Américains le 11 avril 1945. En entrant dans le camp, le rabbin Herschel Schachter, aumônier du corps d'armée américain, découvrait la présence de plus d'1 millier d'enfants et d'adolescents rescapés des différents camps nazis. Issus des villages les plus reculés de Pologne, de Roumanie, de Hongrie ou de Tchécoslovaquie, ces enfants attendaient tout simplement qu'on statue sur leur sort. Ils seront appelés les enfants de Buchenwald, et Elie Wiesel en faisait partie. Il avait 16 ans. Quand le camp est libéré, il y a évidemment un sentiment de libération, mais pour ces enfants, aucune joie. Et l'OSE, l'œuvre de secours à l'enfance, se mobilise immédiatement en lançant une campagne d'opinion publique sur le sort de ces enfants, qui est relayée à l'époque à la fois par le Parti communiste français et le journal L'Humanité, mais en même temps, de l'autre côté de l'échiquier politique, par le mouvement gaulliste, en la personne de Geneviève Antonios de Gaulle. Et par cette campagne d'influence, ce lobbying auprès de la presse et des parlementaires, l'OSE obtient du général de Gaulle que la France fasse le geste d'accueillir tous ces enfants. Donc, par l'entremise de Geneviève Antonios de Gaulle, il est confié à l'OSE l'accueil en France de ces orphelins pris au piège nazi. Et c'est ainsi que sur les 535 enfants qui arrivent dans l'Hexagone, 426 sont pris en charge par l'OSE, qui, au sortir de la guerre, avait ouvert 25 maisons d'enfants à l'intention des orphelins de la Shoah, des enfants cachés et des déportés. À la libération de Buchenwald, Elie Wiesel n'a pas le temps de poser la question de savoir s'il doit abandonner le judaïsme. Dans le tourbillon des événements et face aux difficultés de retour à la vie, il se veut encore plus juif. Après 2 mois d'attente et de désœuvrement, Leiser se trouve avec les autres enfants en France. Et ils arrivent par ces wagons qui sont, pour la première fois, qui ne sont pas des trains à bestiaux. Et pour eux, pour ces enfants, c'est un confort insondable. Alors on voit certains sourire, mais là, le retour à vie sera un événement difficile. Et donc, la première étape de leur réinsertion, eh bien, c'est un préventorium dans l'Eure, une maison de l'OSE qu'on appelle Écouille. Et Écouille a été un choc pour tous. Il a été un choc pour les enfants qui n'acceptent pas de se retrouver dans un camp en quarantaine, mais il est aussi pour les adultes qui les encadrent, qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien à ces enfants et les problèmes qui surgissent sont nombreux et de nature très diverse. Les éducateurs, même les plus chevronnés, n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas préparés à cette situation. D'ailleurs, ils attendaient des jeunes enfants et ils ont essentiellement des adolescents. Et Elie Wiesel dira, je le cite, « Pauvres moniteurs et monitrices, croient-ils pouvoir nous éduquer, nous qui avons regardé la mort en face, nous en savons plus qu'eux et plus que leurs maîtres sur les mystères de l'existence et de la création, sur la fragilité de la connaissance et la fin de la création, sur la fragilité de la connaissance et la fin de l'histoire. Le plus jeune d'entre nous possède une somme d'expériences plus vaste que le plus âgé parmi eux. Comment peuvent-ils comprendre notre besoin de garder quelques restes de gâteau sous nos oreillers et la méfiance que nous inspire n'importe quel inconnu? La parole qui revient le plus fréquemment sur nos lèvres, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, il faut se représenter les difficultés
rencontré pour mettre sur pied, dans les conditions de dénuement de l'après-guerre, un centre d'accueil correctement équipé pour 472 personnes, avec une organisation susceptible d'assurer un vrai contrôle médical. Les enfants y resteront entre 4 et 8 semaines selon les cas, conçus comme transitoires. Ce préventorium d'Écouis fermera ses portes en août 1945. Alors, les éducateurs, on l'a dit, sont confrontés à des difficultés qu'ils n'avaient même pas imaginées, et c'est sans doute cela qui les a sauvés. Les enfants doivent tout réapprendre, même les gestes les plus simples du quotidien, quelque chose d'aussi simple que dormir dans un lit, prendre des repas réguliers. Ces enfants-là avaient des appris. Et les éducateurs de l'OSE accompagnent ces enfants dans leur retour à la vie quotidienne plus ou moins normale. En 2008, donc il y a 6-7 ans maintenant, l'OSE avait justement conçu une exposition itinérante qui s'appelait Les Chaim à la vie, qui retraçait à la manière d'un album de famille le parcours des enfants de Buchenwald, et un panneau est dédié à Elie Wiesel. Et pour Elie Wiesel, ce préventorium, c'est incontestablement le premier stade de la réadaptation qui se manifeste par quoi ? Par l'écriture. Le moyen de survie d'Elie Wiesel, c'est déjà l'écriture, puisque la première chose qu'il demande, c'est du papier et un crayon, et il commence un journal intime. Et il gardera toute sa vie cette habitude de noter ses pensées dans un carnet, et ça sera la matière de ses écrits biographiques. On est souvent très étonné quand on lit les livres d'Elie Wiesel de la précision de certains de ces récits qui remontent souvent à des époques les plus reculées. Il avait tous ces carnets, ces journaux intimes avec lui, qui lui ont permis de retracer les étapes avec une fidélité la plus précise possible. Avec les autres adolescents, Elie Wiesel éprouve, au-delà de l'acte d'écrire, il éprouve le besoin de se taire sur son histoire, mais il retrouve la foi. Et il en parlera souvent, il dira que c'est une foi blessée. Il dira, je le cite, « La guerre terminée, nous nous réinsérâmes dans notre identité antérieure. En un sens, c'était une sorte de protestation montrée à l'ennemi qu'il n'avait pas remporté la bataille. La preuve, nous voulions, nous juifs, attachés à nos traditions, fidèles à nos lois. Nous nous voulions juifs, attachés à nos traditions, fidèles à nos lois. Il n'avait pas réussi à interrompre définitivement nos prières. » Et cette citation est importante parce qu'elle illustre une étape qui est précisément celle de son inscription dans l'école de pensée juive, car pour Elie Wiesel, conserver une conscience juive, c'est se sentir lié au destin du peuple juif. À Écouis, l'adolescent Eliezer fait de belles rencontres féminines, et notamment Rachel Mintz, qui parlait le yiddish, donc avec laquelle il pouvait communiquer facilement, et qui était devenue la confidente des enfants. Et il dira « L'OSE l'a engagée parce qu'elle est poétesse. Le soir, elle nous le déclame des vers et des contes d'Yitzhak Leibowitz Peretz. » Donc, ce qui est important de souligner, c'est que même à ce stade de la réadaptation de la vie, la culture fait partie intégrante du quotidien des jeunes survivants. Et à Écouis, il retrouve aussi le rabbin Ménaché Klein, qui avait tout juste 20 ans. Ils étaient tous deux à Auschwitz. Et ensemble, ils se remettent déjà, à peine arrivés en France, à peine survivants, à étudier les textes sacrés. Alors, le rabbin Ménaché Klein, c'est le Rebbe Klein qu'il retrouve à New York, et qui était alors, le mentor, c'est un peu fort comme mot, mais un de ses amis d'études avec le rabbi de Lubavitch. Et il dira, à Auschwitz, donc, nous étions quelques-uns qui nous tenions ensemble. Quand nous pouvions, nous nous retirions ensemble le Shabbat et nous nous partagions une paire de téphilines. C'était avec le Rebbe Klein qu'il partageait sa paire de téphilines. Et même dans les camps, les deux garçons avaient économisé beaucoup de portions de pain, et ils les avaient utilisées pour corrompre un non-juif pour introduire dans le camp cette paire de téphilines. Et quand le rabbin Ménaché Klein est décédé, alors il raconte que dans les années 50, il le retrouve. Elie Wiesel était en 28, donc vous voyez l'âge qu'il avait. Il retrouve le rabbin Ménaché Klein. Il dit « J'avais en face de moi un vieillard, alors qu'il avait 2 ans d'écart. » Et quand le Rebbe Klein est décédé, il a dit à son fils «
Le monde n'est plus le même, pour vous montrer l'importance sur lui qu'avait ce rabbin. Je vous dis juste une autre anecdote. Je suis historienne, mais je suis aussi journaliste à Actualité Juive, et j'ai eu l'occasion d'interviewer à plusieurs reprises Elie Wiesel. Et une fois, je suis arrivée, c'est impardonnable, je suis arrivée en retard à une interview en cherchant une place en voiture. Et je trouve Elie Wiesel dans le hall. Il avait dans sa poche un livre des Télim. Il lisait ce livre des Télim. Il avait toujours avec lui ce livre des Télim. Donc il faut imaginer que malgré sa foi blessée et malgré le fait que certains aient pu dire qu'il se permettait quelques libertés avec la tradition juive, il est resté un juif pieux jusqu'au bout. Et il me disait aussi ce jour-là qu'il déplorait la disparition du rabbi de Lubavitch et qu'il n'avait plus en ce monde d'autorité morale avec qui discuter. C'était le petit aparté. Écouille, eh bien, le groupe des plus religieux, des enfants les plus religieux de Buchenwald, quitte Écouille pour arriver à Amblois, qui se trouve dans le Loir-et-Cher. Et la maison d'Osée de l'Amblois, c'est un petit château qu'on devine dans la photo du haut à droite. Un petit château, un superbe château de 40 chambres qui est prêté à Lozé pour l'été 1945. Alors, ils sont 81 précisément dans ce château de Lozé, en majorité des enfants orthodoxes, et tous, dont Elie Wiesel, garderont un souvenir ému de cette période. Et Elie Wiesel dira que c'était le pont indispensable entre les camps et la vie nouvelle et la vie normale. C'est une sorte de moment privilégié de juillet à octobre 1945 que vivent ces enfants dans cet endroit de rêve, loin du monde, et où ils commencent seulement à se réparer. Et la grande activité d'Amblois de ce château, eh bien, c'est très étonnant, mais ce sont les séances photos. Et tous les enfants s'amusent à se prendre en photo. Alors là, je vous ai montré quelques photos entourées en haut, vous voyez Elie Wiesel. Mais il y a des dizaines de photos que conserve Lozé des dizaines et des dizaines de photos que conserve Lozé de cette période. Et c'est sans doute aussi symboliquement important, psychanalytique important, de voir pourquoi ces jeunes avaient le besoin de se faire photographier, d'exister, d'avoir une trace visible de leur existence. Alors, le seul qui n'aime pas se faire photographier, c'est Elie Wiesel. Et Elie Wiesel, alors il y a des photos quand même de lui, mais Elie Wiesel se lance à corps perdu dans l'étude. Et le groupe des Hongrois auquel il appartient est celui des plus religieux, et il bouillonne d'activités. Imaginez, à peine sorti des camps depuis quelques mois, il crée des cercles d'études, des lieux de prière improvisés, des cours de Kodesh, qui se font et se défont au gré du rituel journalier. Certains suivent des cours d'anglais, dans l'espoir déjà de partir en Palestine, et d'autres des cours de français. Et Elie Wiesel, lui, demande aux responsables des ouvrages chassidiques et des traités de mysticisme, et il reprend précisément là où il avait arrêté son étude avant-guerre. Alors, Elie Wiesel affirme que ces années de retour à la vie et de formation, eh bien, il les doit à Lozé, et que Lozé est son premier regard sur la liberté. Et la fête de Kippour 1945 est particulièrement éclairante puisqu'elle est la première célébrée depuis la libération, et elle donne lieu à un débordement de ferveur et d'émotion. Et qu'est-ce que dit Elie Wiesel ? Je le cite : « C'est à Amblois que nous célébrons les premières grandes fêtes depuis la libération. Pour le service de Yizkor, consacré à la mémoire des disparus, les écluses s'ouvrent enfin, toute l'assemblée pleure, larmes de soumission à Dieu, larmes de contrition, de remords et d'incompréhension, larmes de désespoir. Le dernier office auquel nous avions assisté, c'était où et quand ? Avec mon grand-père, chez le rabbi de Borch à Siguette, avec mon père, sur la place d'appel à Bouna. Tout cela est désormais si loin, le temps ne se mesure plus en années, pas même en années-lumière. C'est d'ailleurs un autre univers et une autre histoire. » Et c'est même l'occasion, ce Kippour, de débattre de l'opportunité ou de l'interdiction de dire le Kaddish, la prière des morts pour leurs parents. Est-ce qu'il faut dire la prière des morts de parents sans sépulture ? Et toute sa vie, Elie Wiesel se posera la question du Kaddish à faire ou pas pour son père. À Amblois,
en vivant leur vie juive d'autrefois, avec toute la ferveur qu'ils ont réussi à garder en eux, dans le souvenir de leurs parents et de leurs années d'enfance, eh bien, les enfants et adolescents entrent de nouveau dans la vie. Alors, vous voyez aussi sur cette autre photo, on ne voit pas très bien, mais il y a aussi Elie Wiesel sur le côté. C'est à cette époque qu'a lieu la rencontre avec les premiers intellectuels juifs de langue française. Un groupe d'intellectuels juifs religieux du Yeshurun vient souvent passer le Shabbat à Amblois. Et Elie Wiesel assiste aux réunions, sans doute trop savantes, avec un sentiment d'exclusion, parce qu'il ne comprend pas leur français. Il y croise Marc Breuer, qui est aumônier des éclaireurs et dirigeant du Yeshurun, mais il croise aussi Théo Dreyfus, Beno Gross ou Lucien Lazare, qui auront une importance dans l'école de pensée juive de Paris après-guerre. C'est aussi à cette époque qu'il rencontre André Neher, et il le qualifie déjà de maître. Les enfants d'Amblois étaient en effet invités à passer quelques jours à l'Hirondelle. L'Hirondelle qui était aussi une maison d'enfants, qui était tenue par Raya Samuel, la sœur d'André Neher, aux environs de Lyon. Et il parlera de cette rencontre avec André Neher dans sa biographie « Tous les fleuves vont à la mer » et il dira « André Neher me frappe immédiatement par sa chaleur humaine, sa délicatesse et la profondeur de ses connaissances. Nous conversons en hébreu. Il cite le Midrash et Maïmonide. Moi, je ne cite personne, je l'écoute. Il m'impressionne par la clarté de ses idées. Le Shabbat matin après l'office, j'assiste à sa conférence intitulée « Transcendance et immanence ». Je n'en saisis pas un mot, mais j'écoute. Généreux, André Neher m'explique ses propos l'après-midi pendant une promenade dans le jardin. C'est un peu grâce à lui que je me tournerai vers la philosophie, lui qui restera une source de lumière et de ferveur bénie. Notre amitié ne sera interrompue que par sa mort prématurée en 1988 à Jérusalem. Et c'est au même moment où il rencontre André Neher dans cette maison de l'Hirondelle à côté de Lyon, qu'il voit quelqu'un adossé à un mur aux allures de vagabond, le fameux monsieur Chouchani, dont il recroisera la route quelques années plus tard. Après Amblois, ce sera Taverny, une nouvelle maison de Lausée qui accueillera ses enfants dans un château. Alors, on voit un petit peu l'entrée du château, le château de Vaucelles à Taverny, qui encadre et qui accueille les jeunes entre octobre 1947 et octobre 45 et septembre 47, donc quasiment 2 ans. Alors, c'est après les fêtes de Tishri que tout le petit groupe des religieux part à Taverny. Et la vie de groupe se passe dans un cadre ouvert, sans autorité excessive, ce qui permet aux jeunes de se stabiliser affectivement et de se réadapter progressivement à la réalité. Pour tous, la vie dans cette maison a été ressentie comme une entité sécurisante où des relations quasi fraternelles se tissent et assurent le transfert de tous les affects. La qualité de l'encadrement, l'attitude tolérante des 2 éducatrices qui ont fait l'effort d'apprendre le yiddish et d'appeler les adolescents par leur prénom expliquent cette réussite de cette maison de Taverny, alors que les éducatrices n'étaient absolument pas formées à accueillir ces enfants avec ce parcours si compliqué. Et dans cette maison de Lausée à Taverny, eh bien, les adolescents trouvent enfin la possibilité d'être ce qu'ils étaient. Et la vie religieuse fait le reste, et en particulier le contact avec ces jeunes, toujours du mouvement Yeshurun, qui organisent un camp d'été. C'est à Taverny que certains ont pu rattraper des étapes sautées dans la construction de leur personnalité, et ceux qui n'avaient eu ni enfance ni adolescence peuvent enfin, dans ce cadre protégé, régresser ou simplement connaître l'insouciance. Du côté d'Elie Wiesel, Taverny, c'est le temps de la recherche, et le mérite de l'oser est d'avoir permis à Elie Wiesel de lui laisser le temps de se chercher. Et encore une fois, pour le 80e anniversaire d'Elie Wiesel, dont je vous parlais à l'instant avec le panneau sur l'exposition, eh bien, le château de Vaucelles à Taverny a pris le nom de Maison d'enfants Elie Wiesel, ce qui était sans doute bien normal. Dernière étape de la formation orséenne, c'est la maison d'enfants de Versailles, chez nous, qui a été, ce que je vous disais en introduction, le lieu du Shabbat plein du premier colloque des intellectuels juifs de langue française. Alors, chez nous à Versailles,
Alors là, ici, cette photo, je l'aime bien parce qu'on voit Elie Wiesel tel qu'il était, toujours un béret vissé sur la tête et puis un livre sous le bras. Et ça, c'est vraiment la représentation quasi réelle et symbolique de ce qu'était Elie Wiesel dans les années passées dans la maison d'enfants de chez nous. Alors, la maison d'enfants, encore une fois, c'est un joli château à Versailles, au 63 avenue de Paris. Donc, une histoire prestigieuse pour le château. C'est là que le futur Louis XVIII naîtra. Des pièces magnifiques, des boiseries, des panneaux de bois sculptés, d'immenses glaces comme celle du château de Versailles. Vraiment un cadre cossu pour accueillir tous ces enfants. Alors, cette maison, au nom symbolique de chez nous, eh bien, c'est la 25e maison d'enfants ouverte par l'OSE. Elle est dirigée par Madame Feist et Gabi Cohen, Nini, qui accueillent le groupe de jeunes déportés de Buchenwald. Et là-bas, ils reprennent leur scolarité, mélangée à d'autres enfants venus essentiellement de l'Hirondelle, donc cette autre maison de l'OSE dirigée par la sœur d'André Neher, mais aussi s'y retrouvent d'autres enfants de maisons de la région parisienne. Donc c'est une maison mixte de stricte observance pour 46 adolescents âgés entre 14 et 18 ans, des filles et des garçons. Donc 14 et 18 ans, ce n'est pas des jeunes enfants. Et il y a quand même quelques jeunes enfants qui sont les frères, les sœurs de ces adolescents qu'on ne voulait pas séparer les familles. Alors après la direction de Madame Fay, ce sera Félix et Marguerite Goldschmidt qui dirigeront l'école et la maison d'enfants. Et Elie Wiesel les appréciait beaucoup, il le racontera à plusieurs reprises. Alors Nini, dont je vous ai parlé, on ne voit pas très bien ici, mais pour l'un de ses anniversaires, les enfants lui ont offert un carnet rouge. Là, on voit Elie Wiesel, des petits mots d'amour ou presque sont griffonnés dans ce carnet. Et Elie Wiesel racontera son amour platonique pour cette éducatrice qui a eu un rôle exemplaire dans le retour à la vie de tous ces enfants. Encore une fois, elle avait une vingtaine d'années. Elle était très jeune, mais elle a su à l'instinct trouver les mots justes, encadrer les enfants et les accompagner dans une ambiance familiale et chaleureuse dans ce retour à la vie. Alors, une ambiance chaleureuse, mais surtout une ambiance religieuse qui règne dans cette maison et qui convient tout à fait à Elie Wiesel. Car à Versailles, on observe évidemment le Shabbat et les fêtes. On chante le Birkat Hamazon après les repas. On va à l'office matin et soir. Et le vendredi soir, le Shabbat, est une fête renouvelée chaque semaine. Pour les enfants, le temps semble s'arrêter. Et la maison est ouverte à bon nombre d'invités étrangers qui viennent à la table du Shabbat échanger avec les enfants et les adolescents. On sait que c'est dans cette maison de Versailles que Elie Wiesel reprend le violon, a joué du violon. Il avait commencé quand il était enfant, mais surtout Eliezer restera dans la mémoire des autres enfants, celui qui entonne de sa belle voix, de sa voix magnifique de contraltiste, les chants de Shabbat en yiddish ou en araméen. Deux bouts de phrases du Zohar, notamment après à Siget, sa ville natale, bouleversent tout le monde, y compris les religieuses, donc les religieuses chrétiennes d'à côté, qui ouvrent les fenêtres ou qui viennent participer au Shabbat juste pour l'écouter. Et au-delà des chants, eh bien, c'est aussi le samedi matin l'étude de la paracha qui est introduite par le directeur Félix Goldschmidt. Alors, l'Oneg Shabbat, le samedi après-midi aussi minutieusement préparé, on raconte des histoires liées à la paracha de la semaine, où on lit le commentaire de l'éditorial d'André Mauriac pour se tenir au courant de l'actualité. Donc, ce n'est pas pour rien aussi que André Mauriac aura un rôle important dans la connaissance et la reconnaissance d'Elie Wiesel, puisque c'est lui qui l'incitera à écrire la nuit, à la traduire en français. Alors, dans cette école, dans cette maison d'enfants, eh bien, les pensionnaires y vivent comme des frères et sœurs, et ils s'en souviennent comme le lieu d'une grande famille, une substitution qui a été indispensable dans leur formation après la perte de leur famille réelle. Le 11 juin dernier, l'Institut universitaire organisait un hommage à Elie Wiesel, quelques jours après sa disparition, et celui qui était son petit protégé à Buchenwald, Isio Rosenmann, prononçait un discours. Il rappelait qu'il
l'appelait toujours Laser, qu'ils avaient occupé ensemble le bloc 66, celui des enfants, et qu'avec un certain Loulec, eh bien, Elie Wiesel les avait protégés. Et ce que souligne Isio, c'est que Elie Wiesel, qui est resté son ami, eh bien, était pour lui un chanteur, un contraltiste exceptionnel et dont la voix l'a toujours marqué. Et c'est vrai, quand on écoute ces interviews, on sent une musicalité dans son phrasé, une musicalité qu'on retrouve aussi dans ses œuvres. Et c'est sans doute pas innocent que Elie Wiesel a écrit plusieurs poèmes. Alors, ces enfants qui étaient à Buchenwald avec Elie Wiesel, donc c'était les plus jeunes de Buchenwald, donc David Perel-Mutter, Isio Rosenmann, donc qui était à l'hommage d'Elie Wiesel l'année dernière, et le petit Loulec. Et le petit Loulec, Israël Meirlo, n'est rien d'autre que celui qui deviendra le grand rabbin ashkénaze d'Israël. Et d'ailleurs, dans quelques jours, je crois qu'il y a une cérémonie qui est organisée à sa mémoire. Donc le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin Lo, qui est aujourd'hui le grand rabbin de Tel Aviv, est un ami d'enfance, un compagnon malheureux des camps. Et ses 3 enfants étaient sous la protection d'Elie Wiesel dans ce fameux bloc 66 de Buchenwald. À Versailles, dans cette maison d'Osée de Versailles, Elie Wiesel n'évoque jamais son passé. Et à cette étape de sa vie, sa douleur ne s'exprime pas. Il est entièrement tourné vers l'avenir et se prépare à sa vie future, tout simplement en étudiant avec application. L'ambiance de la maison l'aide à dépasser le passé. Elle a une sorte de fonction réparatrice et une monitrice explique, à propos d'Elie Wiesel, je la cite, « Elie Wiesel était le seul parmi eux qui manifestait une mélancolie permanente. Il avait été très choyé par ses parents avant-guerre et ceux-ci avaient beaucoup investi dans son éducation. » Et donc ça retrouve et dans cette mélancolie et dans son niveau aussi de formation par rapport à certains autres enfants. Alors on l'a dit, la passion d'Elie Wiesel, c'est le chant. Et à Versailles, Elie Wiesel crée une chorale et il lui consacre à cette chorale de longues pages dans sa biographie où perce à la fois tendresse et fierté. Et Israël Adler, qui deviendra le chalier l'émissaire de l'agence juive, eh bien, a dirigé un temps cette chorale avec Elie Wiesel. Et aujourd'hui, il est responsable du département de musique de la Bibliothèque nationale. Et il est devenu par la suite un musicologue, donc de la direction de la chorale à Versailles, un musicologue mondialement connu. Et il l'accompagnait souvent au piano. Alors à l'époque, Elie Wiesel ne sait pas trop quoi faire de sa vie, ni quelle orientation prendre. Il est tenté, comme certains de ses camarades et des enfants de Lozé, de partir en Palestine. Il est tenté de partir en Palestine parce qu'il avait juré que s'il s'en sortait, il ne resterait pas en Europe, une terre maudite gorgée de sang. Et de longues conversations ont lieu avec ses copains. Alors vous savez donc que parmi ses copains, ceux qui ont pris des cours d'hébreu, qui étaient les plus assidus, dont Israël Meirlo, sont partis directement après Lozé en Israël. Eh bien, dans ces hésitations, le mérite de Lozé est d'avoir su laisser du temps au jeune homme et de l'avoir encouragé à faire des études, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas toujours fait pour les autres. Et c'est là qu'entre en scène Bo Kohn, le directeur pédagogique de Lozé, qui avait été avant la guerre chef au mouvement Yeshurun de Strasbourg, qu'il guide et le conseille. Et ce Bo Kohn l'encourage à faire des études et il lui dit qu'avoir un diplôme, ça sert toujours. Et la Terre Sainte, évidemment, ça peut attendre. Et pour lui permettre de voir venir, Lozé lui propose d'animer une colonie de vacances religieuses à Montintin dans le Limousin. Et déjà, Elie, à peine âgé de 18 ans, il donne des cours de Bible et organise des débats sur la situation en Palestine. C'est encore Bo Kohn qui l'encourage à quitter Versailles et qui lui trouve une petite chambre pas loin de son propre domicile, porte de Saint-Cloud. Alors c'est très difficile pour Elie Wiesel d'aller habiter seul, mais il n'est pas si seul que ça, puisqu'ils sont 3 jeunes à avoir des appartements, enfin c'est pas des petits studios, et à bénéficier de la sollicitude bienveillante de Bo Kohn et de sa femme Margot. Alors cette époque est celle de la formation intellectuelle plus poussée d'Elie Wiesel, et Lozé s'arrange
pour que François Val lui donne des cours particuliers. François Val, qui est à peine plus âgé que lui, et Elie Wiesel le décrira comme ceci, je cite, « Grand, élancé, les traits fins, un peu désœuvré, la tête toujours inclinée, il jouera un grand rôle dans ma vie. Excellent professeur, intuitif autant qu'érudit, doté d'une imagination effervescente, il m'initie à ce que les enseignants français aiment le plus, l'explication de texte. » Alors l'explication de texte, quelque chose qui n'est pas étranger à quelqu'un qui pratique depuis la plus tendre enfance l'exégèse biblique. Alors on tient là une des clés du pourquoi Elie Wiesel a utilisé le français, puisque le français a été la première langue pour ses écrits, et en dehors de la nuit écrite en yiddish, le français est la langue de sa Renaissance. Excepté François Val, il y a une autre rencontre qui structure sa pensée et qui fait le pendant à François Val, c'est Shoushani, son célèbre maître talmudique. Et il dit que c'est en 1957 que Shoushani réapparaît dans sa vie. On l'a vu, il l'avait rencontré quelque temps auparavant dans la maison L'Hirondelle tenue par la sœur d'André Neher. Et il dit, Elie Wiesel, « Pendant 2 ou 3 ans, il m'enseignera sans relâche la perplexité et l'angoisse, et je crois n'avoir jamais oublié ses leçons. À ses côtés, j'ai appris beaucoup sur les limites du langage et de la raison, sur les emportements du sage, du fou aussi, sur le cheminement obscur et persistant d'une pensée à travers les siècles et les cultures, mais rien sur le secret qui l'entourait. » Et alors qu'il était tenté par Israël, on sait que c'est Shoushani qui l'en a dissuadé. Il lui a dit que le peuple d'Israël a besoin de juifs intelligents, érudits, capables d'apprendre et d'enseigner, et que lui, c'était un ignorant, qu'il était dans une misère spirituelle, et que ses doutes et ses égarements ne convenaient pas à sa montée en Israël naissant. Alors Elie Wiesel a 18 ans, il reste indécis, en suspens sur quoi faire de sa vie, et il hésite entre s'inscrire au conservatoire ou à la faculté de lettres, donc toujours tiraillé entre la musique et les sciences humaines. La Terre Sainte l'attire, on sait que Shoushani l'en dissuade, mais il n'est pas encore prêt. Alors à cette époque, il se lance à corps perdu dans l'étude avec François Val et avec Shoushani, et il lit tout ce qui lui tombe sous sa main. Et puis finalement, Elie Wiesel choisit enfin de s'inscrire en fac de lettres à la Sorbonne, et c'est François qui continue de le guider, et il dira, Elie Wiesel, « Grâce aux cours que me donnait le jeune universitaire François Val, je maniais relativement bien la langue française, Racine et Descartes, Stendhal et Montaigne. Nous lisions des textes français comme j'avais l'habitude de lire une page de Talmud. » La méthode d'Elie Wiesel, elle est là, et qu'au-delà de la formation des textes traditionnels, il acquiert une formation classique, une culture générale la plus vaste possible. Et parallèlement, installé dans sa petite chambre de bonne, son petit studio à Paris, eh bien, il étudie la philosophie. Il est aussi philosophe, et il dira « L'interrogation philosophique, transmise et amplifiée à travers les âges, devenait pour moi une passion qui enveloppait la totalité de mon être. » À ceux, encore une fois, qui n'ont vu en Elie Wiesel qu'un écrivain dont l'œuvre est celle d'un témoin, eh bien, toutes ces personnes-là éludent le fait qu'il était un érudit avec cette formation à la fois double, cette formation juive et universelle, talmudique et philosophique, à l'instar de ses pairs de l'école de pensée juive de Paris. Quelque temps après, à 19 ans, on sait qu'Elie Wiesel part à Tel Aviv avec une carte de correspondant étranger pour le compte du journal yiddish de l'Irgun, Zion in Kampf, la lutte de Sion. Et c'est ainsi, en 1947, qu'il débute sa carrière de journaliste. Et c'est là qu'il coupe le cordon ombilical avec Losey, mais Losey restera sa famille de Renaissance pour toujours. À cette réponse qu'il sait qu'il n'obtiendra jamais d'Auschwitz, eh bien, Elie Wiesel préfère raconter une histoire ou des histoires où la vie est la condition de la survie, choisir la vie pour vivre, et c'est là que réside l'essentiel de sa démarche intellectuelle qui s'inscrit dans la renaissance de la pensée juive de langue française. Alors, Elie Wiesel, un intellectuel juif de langue française à part entière, et surtout, Elie Wiesel, quelqu'un qui a eu un contact avec tous les inspirateurs
de l'école de pensée juive de Paris, qui sont Jacob Gordin et Chouchani. On sait que le dénominateur commun de ces intellectuels juifs de Paris, c'est la fréquentation ou de la personne ou de l'œuvre de Jacob Gordin et de Chouchani. À l'origine de cette formation juive, il y a deux noms qui reviennent sans cesse. Donc, c'est donc Jacob Gordin et M. Chouchani, deux personnalités qui étaient radicalement opposées, mais qui finalement se rejoignaient dans la méthode. On peut dire que l'un était la face lumineuse, c'est M. Jacob Gordin, la face claire, et l'autre, la face sombre, obscure, mystérieuse, qui était M. Chouchani. L'un était sulfureux, énigmatique, l'autre était absolument clair et transparent. L'un, on sait absolument tout de lui, de sa naissance à sa disparition, et l'autre, on ne sait quasiment rien. Alors, ils ont un point commun, tous les deux, c'est qu'ils n'ont pas écrit. En tout cas, Jacob Gordin n'a pas eu le temps d'écrire d'ouvrages. Il a écrit des textes pour des revues, mais il n'a pas écrit de livres. Alors, quelle a été l'influence du philosophe Jacob Gordin sur la réflexion d'Elie Wiesel? Alors déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'ils se sont rencontrés? Vous voyez qu'il est décédé en 1947. Il est décédé au Portugal, mais c'est presque anecdotique, mais il était depuis 1933 en France. Jacob Gordin, c'est un personnage incroyable qui est né en 1996 dans l'Empire russe, en Estonie, qui était un enfant qui a surmonté le numerus clausus, alors qui a subi aussi les affres des pogroms et des révolutions, et qui a dû quitter la Russie. Et il décide d'aller en Allemagne. Et pour aller de Russie en Allemagne, il prend un train qui mettra des mois à arriver parce qu'il manquait de charbon à cette époque. Et c'est là qu'il fait la connaissance avec les communautés chassidiques. Donc quelqu'un qui faisait partie de la petite bourgeoisie juive russe, pas très pratiquant, eh bien, est confronté au chassidisme de ces petites communautés. Et quand il arrive à Berlin, il faut savoir qu'en 1923, que Jacob Gordin a fait partie de ce qu'on a appelé la Wissenschaft des Judentum, l'Académie des sciences du judaïsme, la Scala, le judaïsme éclairé allemand, qu'il a rédigé des notices pour l'Encyclopædia Judaica, qu'il a côtoyé les plus grands penseurs juifs allemands éclairés, de Franz Rosenzweig à Martin Buber, etc. Et donc, aujourd'hui, pour l'anecdote, sur certains penseurs juifs allemands, les notices qui existent encore aujourd'hui dans l'Encyclopædia Judaica en Israël, ce sont celles qui ont été rédigées par Jacob Gordin. Jacob Gordin, en 1933, sentant le vent tourner, eh bien, quitte l'Allemagne pour se rendre en France. Et en France, il rencontre les œuvres de l'Alliance israélite universelle. Il sera bibliothécaire. Il était promis à un grand avenir de philosophe. Il fréquente quelques cercles de philosophes allemands, mais finalement, il n'aura pas la carrière qui lui était destinée. Il se retrouve pendant la guerre à devoir se réfugier dans les maisons d'enfants avec son accent. Il parlait plusieurs langues et il les mélangeait. Donc, il parlait une sorte d'idiome avec plein de langues. Et si quelqu'un de la Gestapo ou un collaborationniste l'avait arrêté, eh bien, il était arrêté tout de suite. Vraiment, c'était très difficile pour lui de se cacher. Sa judéité était marquée sur son phrasé et sur son attitude. Donc, il se réfugie dans les maisons d'enfants de Lausée pendant la guerre. Et pourquoi dans les maisons d'enfants de Lausée? Tout simplement parce que son épouse, Rachel Gordin, qu'il avait rencontrée déjà en Estonie enfant, eh bien, était une ganénette. C'est elle qui a introduit en France la méthode d'éducation Montessori. Et elle a survécu de longues années. Elle est décédée en 1991. Elle est décédée de longues années après Jacob Gordin. Et des générations d'enfants, dans les écoles de l'Alliance notamment, eh bien, ont connu cette méthode d'éducation de Madame Gordin. Donc, Jacob Gordin se retrouve dans les maisons d'enfants de Lausée. Et puis, il enseigne à la fois le judaïsme et la philosophie à des personnalités comme Renée Bernheim, qui deviendra l'épouse d'André Neher, Léon Poliakov. Il était très proche aussi d'Emmanuel Lévinas. Et surtout, Jacob Gordin met en place une méthode, et Manitou aussi, il met en place une méthode qui s'appelle l'historiosophie.
Alors c'est un nom un peu aussi un peu pompeux, mais qui est très très simple. L'historiosophie, c'est une vision de l'histoire et de la philosophie à l'aune des sources de la tradition juive. Et c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, c'est ce que dit Manitou de lui. Alors il faut savoir qu'au lendemain de la guerre, Jacob Gordin est appelé par Castor Soucieux, par Robert Gamzon, pour être le premier enseignant des matières juives de l'école Gilbert Bloch à Orsay. Donc tous les jeunes qui étaient dans cette école ont été formés par Gordin. Et Manitou était le premier de ses élèves, et la méthode d'enseignement de Manitou est la méthode gordinienne, cette fameuse méthode d'historiosophie. Il fumait beaucoup, il fumait comme un pompier, il a été malade toute sa vie, il a vu contracter le typhus enfant, et il est obligé, pour se faire soigner, d'aller voir un médecin au Portugal qu'on lui avait recommandé. Alors c'est toute une histoire parce qu'il est apatride, alors il ne peut pas survoler, il ne peut pas rentrer en Espagne, il est obligé. C'est les enfants de l'école d'Orsay qui lui payent le billet d'avion pour survoler l'Espagne et arriver directement, à l'époque c'était très coûteux, et arriver directement au Portugal. Et l'opération réussit, et malgré la réussite de l'opération, il décède. Mais ce qui est important, c'est que cette méthode de Jacob Gordin a continué d'influencer tous les penseurs de l'école de pensée juive de Paris par l'intermédiaire de André Neher, qui avait accès à ces cours par l'intermédiaire lui-même de son épouse, et surtout par Manitou, par Léon Ashkenazi. Alors, est-ce qu'il est possible que dans les maisons d'enfants, Elie Wiesel, au lendemain de la guerre, ait rencontré Jacob Gordin? C'est tout à fait possible. Il n'y a aucune trace, on ne sait pas encore. Peut-être qu'un jour, on accédera aux archives d'Elie Wiesel, on retrouvera des courriers ou des échanges. Pour l'instant, on ne le sait pas. Tout ce que l'on sait, c'est que par l'intermédiaire de Manitou, Elie Wiesel a eu accès à son enseignement. Finalement, ce qui est le plus clair, malgré le mystère du personnage, c'est la transmission de la méthode de M. Chouchani. Alors là, vous voyez des photos de M. Chouchani, un mystérieux personnage dont on ne sait finalement pas grand-chose. On se demande même s'il a existé. Et dans l'information d'Elie Wiesel, la rencontre avec M. Chouchani est décisive. À l'instar d'Emmanuel Lévinas, dont les écrits juifs sont postérieurs à la rencontre avec celui qu'il considérait comme son maître, eh bien, la réflexion juive d'Elie Wiesel s'éclaire. Alors, on peut dire aussi qu'elle s'obstrue, qu'elle s'obscurcit, qu'elle se transmute en tout état de cause de sa rencontre au contact de M. Chouchani et des enseignements reçus de ce mystérieux personnage. Alors, qui était M. Chouchani et comment a-t-il rencontré les intellectuels juifs de langue française? Eh bien, entre la Libération et 1952, on sait qu'il avait passé la guerre en Suisse. Eh bien, l'élite du judaïsme français doit beaucoup de sa formation, alors même si évidemment elle ne lui doit pas tout, à ce mystérieux personnage qui répondait au nom de M. Chouchani, professeur Chouchani, Rav Chouchani, bien que certains aient pu penser qu'il était athée, Mordechai Chouchani et même M. Chouchana à Strasbourg avant-guerre, ce qui, de toute évidence, n'était pas son vrai nom. On sait tout, absolument tout, de ces différentes rencontres avec Elie Wiesel, ce qui n'est pas le cas de Jacob Gordin, avec M. Chouchani, parce qu'elles sont racontées dans plusieurs de ses livres, et notamment dans sa biographie « Tous les fleuves vont à la mer ». Alors, on sait que sa première rencontre date de 1947 chez Aya Samuel, on en a parlé. Et comment le décrit Elie Wiesel? Eh bien, il le décrit comme quelqu'un de sale, de poilu, de dégoûtant, un vagabond. Et il dit, Elie Wiesel, « Dans mon enfance, j'attendais le prophète Élie, et je dois avouer que lorsque j'ai vu Chouchani pour la première fois, je me suis dit, c'est peut-être lui. » Et M. Chouchani le revoit dans un train alors qu'il allait à un Shabbat organisé dans une maison de l'enfant, dans une maison de Lausay à Taverny. Et Elie Wiesel devait y donner une conférence au Next Shabbat après Shabbat. Et M. Chouchani l'a ridiculisé, l'a humilié. C'était une de ses méthodes d'ailleurs. Et pourtant, il est resté fasciné par ce personnage. Ils sont restés en contact et il est devenu ensuite son mentor. Et on sait que Elie Wiesel l'a même hébergé
dans sa petite chambre parisienne, alors qui était vraiment minuscule. Il raconte même, Elie Wiesel, que parfois, quand il recevait des amis, il devait se coucher, il devait s'asseoir sur son lit, tellement la chambre était exiguë. Et là, dans cette petite chambre parisienne, il a pu l'observer, son comportement bizarre, au travers de 1000 anecdotes, notamment, alors quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que quand il arrive à Écouis, Elie Wiesel, c'est aussi là qu'il apprend, et il le raconte à plusieurs reprises, il apprend que ses deux sœurs aînées sont survivantes, et on le laisse partir, c'est quelque chose de très dur, on le laisse partir seul à Paris pour rencontrer une de ses sœurs, l'autre était partie à Siguette pour essayer de le retrouver, et donc ses sœurs, quand ils sont restés évidemment en contact, et ses sœurs, Elie Wiesel était très pauvre, il n'avait que quelques sous des cours qu'il prodiguait, et bien ses sœurs lui envoyaient du lait concentré, et M. Chouchani lui piquait ces boîtes de lait concentré, et il trouvait ça absolument, Elie Wiesel ne comprenait pas comment on pouvait en arriver là. Il faut savoir que quand M. Chouchani n'était pas haché dans cette petite chambre de bonne d'Elie Wiesel, eh bien il était hébergé en contre des cours chez la famille Lévinas. Alors Madame Lévinas ne le supportait pas, il n'avait aucune manière, il crachait, il faisait exprès en plus d'en rajouter sur la saleté. Et Madame Lévinas, qui avait une éducation de la bourgeoisie russe, ne supportait pas que le Shabbat notamment, il volontairement s'essuyait dans la nappe blanche plutôt que de s'essuyer dans ses serviettes. Alors que Monsieur Lévinas lui pardonnait tout, pour ce savoir innommable. C'était innommable tellement c'était important. Et un petit aparté sur Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas est né en janvier 1906 en Lituanie, à Kovno. Alors, c'est un peu comme Jacob Gordin, il a, au travers des révolutions, etc., et du numerus clausus, lui, Emmanuel Lévinas, se retrouve, après la Première Guerre mondiale, à Strasbourg, la ville de France le plus à l'est, c'est ce qu'il dit, pour étudier la philosophie. Emmanuel Lévinas est celui qui a introduit en France la phénoménologie husserlienne, quelque chose que l'on ne connaissait absolument pas. On sait qu'il a suivi les cours de Husserl en Allemagne, qu'il a suivi les cours de Heidegger, celui qui a pris la suite de sa chaire, la suite de la chaire de Husserl en Allemagne, c'était Heidegger, et qu'en France, on connaît cette manière de penser, phénoménologie, le discours sur le phénomène, grâce à la thèse de doctorat de Emmanuel Lévinas. Tout ceci pour vous dire que jusqu'à son expérience de la captivité, jusqu'à sa rencontre avec M. Chouchani après-guerre, Emmanuel Lévinas n'a produit aucun ouvrage juif, entre guillemets, biblique ou talmudique. Et c'est cette rencontre avec Lévinas, avec Chouchani, cette rencontre qui vient à un moment aussi où il a vécu l'expérience de la captivité, qui lui permet d'écrire une œuvre juive, et cette œuvre juive se développe dans les leçons talmudiques qu'il donne au fameux colloque des intellectuels juifs de langue française, cette fameuse leçon talmudique qui clôture les séances, alors que la leçon biblique d'André Neher ouvre le colloque. Tout ça pour vous dire que, évidemment, l'influence de M. Chouchani a été très importante sur la philosophie de Emmanuel Lévinas, mais que Emmanuel Lévinas n'en a quasiment jamais parlé de M. Chouchani. Il disait juste, quand il débutait une leçon talmudique, qu'il devait tout à un mystérieux maître. Il en a parlé aussi dans Difficile Liberté, qui reprend aussi quelques écrits juifs, mais jamais il n'a voulu dire quelle avait été cette méthode que lui avait transmise M. Chouchani, alors que Elie Wiesel en avait parlé. Alors Elie Wiesel ne connaissait de M. Chouchani ni son âge, ni son adresse, ni sa profession, ni s'il avait une famille, ni s'il avait un amour. Et Elie Wiesel disait « Il lui manquait toutes ces caractéristiques qui définissent habituellement un homme en tant qu'élément d'un groupe. » Et ce qui explique aussi sans doute que M. Chouchani a laissé très peu de traces. Il apparaissait, il disparaissait à divers endroits du globe, et il était chez lui partout, et en même temps, il était chez lui nulle part. Alors, il était étrange, certes, ses apparences de vagabond, ses manières impolies, mais en quoi était si génial ? Eh bien, s'il récitait le Talmud, le Zohar, le Guide des égarés de Maïmonide par cœur, le Pentateuque, les commentaires, les commentaires des commentaires par cœur, eh bien, il en faisait de même aussi avec le Coran,
ou avec les Védas. Alors, c'est le livre des connaissances en sanskrit. Il savait tout. Il avait l'air de tout savoir, alors que l'on ne le voyait jamais ouvrir un livre. Il avait une mémoire qu'on qualifie d'encyclopédique, mais au-delà de cette mémoire encyclopédique, il avait un esprit de synthèse absolument exceptionnel. Il savait tout. C'est ce que dit Elie Wiesel de lui dans un article à l'époque quand il devient journaliste en Israël. Et finalement, la question qu'on se posait quand on voyait Shoushani, c'est qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Et à en croire Elie Wiesel, il parlait une trentaine de langues, anciennes et modernes. Il dit de lui, son français était pur, son anglais parfait, et son yiddish se pliait aux accents de son interlocuteur. Il raconte aussi qu'il avait appris le hongrois chez lui en 15 jours, et qu'en 15 jours, il avait pu converser avec Elie Wiesel. Alors Shoushani, malheureusement, n'a laissé aucun écrit, et il a transmis toute sa science par oral à ceux qui ont eu la chance de recevoir son enseignement. Alors, recevoir son enseignement ou avoir la folie de se laisser prendre au jeu de son intelligence aux limites impalpables. Alors, pourtant, dans cette séduction Wiesel-Shoushani, la méthode de formation était totalement différente. On l'a dit, la formation d'Elie Wiesel était celle d'un chassidim, alors que celle de Shoushani était celle d'un mitnagim. Donc, ce qui est différent. Et ce qu'on devine sur ses origines, c'est ce qu'en dit Elie Wiesel. Il dit « Shoushani venait sans doute d'une partie différente de l'Europe, une partie différente que lui. Là où, en principe, on n'aimait pas le mystère, là où on n'aimait pas la Kabbale, il venait de Lituanie. » Donc Elie Wiesel affirme qu'il venait de Lituanie. Alors, certains qui l'ont rencontré disaient qu'il était plutôt séfarade. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de manger des petites graines, des noix de cajou, ce genre de choses. J'ai même, il y a 4 ans, je donnais un cours sur Jacob Gordin, et il y avait une dame dans la salle qui était une des premières élèves de l'école d'Orsay. Et elle me disait, puisque Shoushani a donné des cours à l'école d'Orsay, Manitou l'a fait venir. On avait prévenu Manitou, attention, il est diabolique, ne faites pas ça. Et finalement, il est venu donner des cours que la plupart des étudiants, des enfants qui étaient très jeunes, ils étaient au niveau du bac, ne comprenaient pas. Et donc, cette dame a confirmé qu'elle ne comprenait rien. Et elle m'a dit, mais c'est sûr, il était séfarade, parce qu'il avait les cheveux mal coiffés et parce qu'il parlait très vite. Voilà. Donc, chacun, en fait, il voit un petit peu celui qu'il voulait y voir. Alors, il faut savoir que pendant 3 ans, eh bien, Elie Wiesel a été le souffre-douleur de Monsieur Shoushani. Il a été son disciple aussi. Et avec Shlomo Malka, Elie Wiesel a donné toute une série d'entretiens qui seront la trame de son livre, le livre de Shlomo Malka, Monsieur Shoushani, l'énigme d'un maître. Et ce livre est simplement la retranscription des entretiens qu'il a eus avec Elie Wiesel. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans cette série d'entretiens? Il dit que Shoushani était mon maître, pas mon ami. Donc on savait qu'il l'humiliait, qu'il n'était pas très gentil avec lui. Il a dit aussi que le Rav Shoushani est un de ces hommes qui vous accompagne, qui vous trouble et qui vous habite pendant des années, sans doute jusqu'à la fin de votre vie. Il disait « Je crois que le but de l'étudiant, c'est de découvrir la vérité de la connaissance. » C'était cela qu'on cherchait chez Shoushani. Et on savait qu'il en possédait les clés du savoir, les clés de la connaissance, les clés qui pouvaient ouvrir des portes ouvrant sur la vérité. Et pour nous juifs, la vérité juive, la vérité dans le texte, car c'est le texte qui compte, et devant le texte, les façades tremblent. Je pourrais vous en citer plusieurs, je vais vous en citer juste une dernière. Tout ce que je connaissais, Shoushani le connaissait mieux que moi. Il connaissait Bergson par cœur, il connaissait les romans de Kafka. C'était quelqu'un qui avait une connaissance de l'univers. Quand nous parlions de Platon, il connaissait Platon, Socrate, bien sûr. Alors, le point commun, pour revenir à nos intellectuels juifs de langue française, eh bien, le point commun de tous ces intellectuels, c'est d'avoir un jour croisé la route de M. Shoushani. Et le postulat de l'inscription d'Elie Wiesel dans l'école de pensée, évidemment, c'est d'avoir eu accès à la pensée de Jacob Gordin et d'avoir croisé la route de M. Shoushani. Alors, dans la foisonnante œuvre d'Elie Wiesel, eh bien, ce personnage génial et mystérieux, son maître, mi-fou, mi-prophète, est très souvent présent. Il l'évoque dans plusieurs livres, et très souvent d'ailleurs de manière romancée. Il évoque, alors dans le Chant des morts, par exemple, il est un juif errant. Il est le Rav Mordechai Shoushani dans Paroles d'étrangers.
Monsieur Chouchani, dans son autobiographie « Tous les fleuves vont à la mer », il évoque aussi dans Silence et mémoire d'homme. Il est sans doute aussi le personnage de Varadi dans son 4e roman « La ville de la chance ». Et pour Elie Wiesel, il disait que son vrai nom était Mordechai Rosenbaum. Alors, dans tous ces patronymes, vous avez sans doute remarqué qu'ils tournent autour de la même idée et de cette notion de rose déclinée dans toutes les langues juives, Rosen en yiddish ou Shushan en hébreu, Shushani, Shushana, Ben Soussan, Rosenbaum, eh bien tous évoquent le nom de la rose. Et ces noms pourraient être des allégories signifiant une personne qui vient de Suse, de Shushan, de la ville de Suse. Et le choix d'ailleurs de Mordechai comme prénom n'est pas au hasard, puisqu'il fait référence à Mordechai du livre d'Esther, qui est issu de la cité perse de Suse, et toujours ce même mot qui veut dire rose en hébreu. Alors quand Elie Wiesel dépeint Varadi dans ce 4e roman, La ville de la chance, on devine qu'il peint sans aucun doute de Shushani, et encore une fois, Vered signifie rose en hébreu, tout comme Shushana. Et sa vision de Shushani est romancée, de même qu'Elie Wiesel avouait dans Paroles d'étrangers avoir exagéré à dessein certaines descriptions du juif errant en pensant à son maître, et pourtant, il disait d'écrire à peine la vérité. Et c'est sans doute précisément cela qui lui plaisait dans Shushani quand il dit qu'enfant il cherchait le prophète Élie. C'est ce côté romanesque, mystérieux, quasiment magique qui lui plaisait dans Shushani. Et on se demande même si Elie Wiesel, dans ses romans, n'a pas rajouté dans la légende. Et quand il dit qu'il s'appelait Mordechai Rosenbaum, c'était sans doute pas son vrai nom, Elie Wiesel le savait, et il en rajoute pour rendre encore plus romanesque ce personnage qui le fascinait. Alors cette description de Varadi, elle est très significative et elle n'est sans doute pas très loin de la réalité. Et je vais vous citer ce qu'il dit. C'est un peu long, mais j'ai vraiment résumé certaines citations qui sont importantes pour comprendre Shushani. Il dit, je le cite, « Descendant d'une grande famille rabbinique, il avait adopté le nom de Varadi pour ne pas faire honte aux siens. D'où le fait de masquer son vrai nom. Pourtant, jusqu'à l'âge de 18 ans, il avait fait honneur au nom qu'il portait. Ses maîtres lui avaient conféré le titre prestigieux de Ilouï, qui signifie à la fois génie et érudit. Il savait le Talmud tout entier par cœur, et les commentaires avec, et les commentaires des commentaires. Il n'avait pas encore atteint ses 15 ans que déjà il obtenait la smicha, le titre de rabbin. Devenait la gloire du pays, on avait prédit qu'il serait un nouveau Gaon de Vilna. Les plus illustres rabbins cherchaient à l'avoir pour gendre. Le changement survint dans sa 18e année. Il se mit à étudier le Zohar et les autres livres de Kabbale. Pendant 3 ans, il ne quitta pas sa chambre. Puis un soir, il ouvrit la porte et descendit à la synagogue, au rez-de-chaussée, où des dizaines de jeunes étudiants étudiaient le Talmud en chantonnant. À la lumière des bougies, quand ils le virent, un silence brusque se fit dans la salle, tellement plein, tellement écrasant, qu'il fit craquer les murs. « Dites aux autres que j'ai l'intention de faire un discours ce samedi. » Ce samedi-là, toute la ville, le père excepté, était à la synagogue. Selon l'usage, il prit la sidra de la semaine comme point de départ pour plonger ensuite dans le Talmud. Ce fut un chef-d'œuvre de rhétorique. Tout à coup, ils comprirent que l'orateur n'hésitait pas à blasphémer. Le soir même, en cachette, il quitta la ville sans laisser de traces. Il entreprit des voyages lointains, étudia à Paris et à Heidelberg, passa quelques années dans un ashram en Inde, accomplit un pèlerinage au Tibet, où il vécut dans un monastère parmi les lamas. Alors, est-ce qu'on est loin ou proche de la réalité ? Ce qui est sûr, c'est que beaucoup doutaient de la religiosité de M. Chouchani. On ne le voyait jamais prier. Alors, on se demandait s'il ne montait pas à la Théba, justement, il était obligé, s'il montait à la Théba, de donner sa vraie identité, ce qu'il ne pouvait pas faire. Alors, est-ce que c'est en fonction de cela que Elie Wiesel donne cette explication sur la destinée de M. Chouchani ? On ne sait pas vraiment. On sait qu'il y a un ami de Elie Wiesel, un Rosh Yeshiva, lui avait dit un jour « Fais attention, cet homme veut ébranler notre foi, j'ai peur de lui ». Mais alors, plus on avertissait Elie Wiesel de s'éloigner de Chouchani, plus Elie Wiesel était fasciné. Et pour lui, le ranger parmi les grandes figures inquiétantes de la tradition juive, tous ces personnages dont il avait été bercé par les histoires racontées à la cour du rabbi Vishnitz, c'est ça la tradition racidique Vishnitz.
Et de son côté, Chouchani aurait dit qu'Elie Wiesel était arrivée en France juste pour le rencontrer. Et de toute évidence, sa fréquentation régulière lui a permis d'approfondir la connaissance talmudique qu'il avait déjà reçue avant-guerre et qu'il avait perfectionnée après-guerre dans les maisons de Lozé. Mais la révolution Chouchani, c'est de lui avoir donné une méthode nouvelle d'exégèse. Et quelle était cette méthode ? Eh bien, c'était le dialogue avec la philosophie et les cultures occidentales. C'est-à-dire que M. Chouchani partait des textes de la tradition juive pour questionner toutes les autres sciences. Il pouvait faire intervenir les maths, l'astronomie, l'astrologie, la philosophie, la physique quantique, etc. À la fois, Elie Wiesel redoutait, craignait Chouchani, mais cette crainte était associée à son attirance et son admiration. Et on sait qu'il lui restera fidèle jusqu'au bout, en ne révélant jamais le vrai secret de sa véritable identité, qu'il disait pourtant avoir levé. Et par exemple, il y a un documentariste israélien qui s'appelle Michael Gritzman, qui fait un documentaire sur Chouchani et qui est parti prendre des témoignages de gens qui avaient rencontré Chouchani, alors sur tous les continents, puisqu'on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Israël, on l'a vu en Amérique du Sud, on l'a vu en Afrique du Nord, en France. Eh bien, il a interviewé Elie Wiesel, c'est l'une de ses dernières interviews, et il a encore dit qu'il s'appelait Mordechai Rosenbaum, et on se demande pourquoi il protégeait autant son secret, parce que de toute évidence, ce n'était pas son vrai nom. Et ce qu'on sait aussi, enfin, ce que peu de personnes savent, mais que Michael Greenspan m'a confirmé il y a quelque temps, on participait à un colloque ensemble où il avait fait une projection des documents qu'il avait sur Chouchani. Eh bien, il disait que Elie Wiesel écrivait un livre sur Chouchani et qu'il allait révéler sa véritable identité et que sa mort l'a stoppé dans l'écriture. Alors, est-ce que le manuscrit est suffisant pour publier des choses ? Est-ce qu'avec la mort d'Elie Wiesel, on ne saura jamais qui était vraiment M. Chouchani ? Eh bien, l'avenir nous le dira. On sait que M. Chouchani est décédé en 1968, en janvier 68 à Montevideo. Et c'est Jean Alperin, qui était le président du comité préparatoire du colloque des intellectuels juifs, qui lui a annoncé sa mort. Et ça pose de nombreuses questions, puisque Jean Alperin, qui était président du comité préparatoire du colloque, qui a succédé à André Neher, eh bien, on se demande s'il était son ami et qu'il était au courant de sa mort, pourquoi Chouchani n'est jamais intervenu à un colloque d'intellectuels juifs de langue française. On ne trouve aucune trace. On trouve Elie Wiesel, Emmanuel Levinas qui le cite, mais on ne voit pas sa trace. Eh bien, la question restera en suspens. Alors, en quoi M. Chouchani a transmis une méthode à Elie Wiesel ? On sait qu'à ses côtés, et autour des points centraux de Jérusalem, Athènes et Rome, Elie Wiesel parfait son érudition à force d'humiliation et de déconstruction. Et on sait par Elie Wiesel des bribes de cet enseignement. Des enseignements dont on va parler. Auparavant, je voudrais vous montrer des éléments biographiques dont on est sûr de M. Chouchani. On est sûr de sa mort en janvier 1968 au cimetière juif de La Paz à Montevideo. Il était en train d'enseigner un cours d'exégèse talmudique à des étudiants juifs qui étaient réunis. Et avant Shabbat, il est décédé à Montevideo, la tête reposant sur une de ses étudiantes. Et dans sa poche, il avait une lettre, un papier d'Elie Wiesel. Et on a appelé Elie Wiesel pour qu'il s'occupe des obsèques. Et l'épitaphe qui est écrit sur cette tombe, alors l'épitaphe qui est écrit, c'est Elie Wiesel qui l'a donné. Donc Elie Wiesel est même lié jusque dans sa tombe. Et il est écrit en hébreu que le sage rabbin Chouchani, de mémoire bénie, sa naissance et sa vie sont scellés dans l'énigme. Donc même sur sa tombe, il y a cette identité de sage rabbin Chouchani, dont on est sûr que ce n'est pas sa vraie identité. Il a un faux acte de naissance. C'est quelque chose aussi d'assez incroyable. Je vous raconte l'anecdote. Je savais qu'il était passé par le Maroc et qu'il avait notamment étudié à l'école normale israélienne marocaine, qu'il était passé et donné des cours là-bas. C'était un lien entre, vous savez que Emmanuel Levinas a dirigé l'école normale israélite orientale et qu'il était lié au directeur qui s'appelait Émile Seban de cette école au Maroc. Et au moment de passer
en Uruguay. Comme il n'avait pas de papier, il lui fallait des papiers, des faux papiers. Et c'est Émile Seban qui a tenu parole et qui lui a fait ce faux acte de naissance où on voit son nom, Mardoché Ben Soussan, né à Casablanca, c'est n'importe quoi. Et comment j'ai eu ce document? C'est qu'au moment de sa disparition, eh bien, de M. Émile Seban, qui était directeur de l'école, son fils m'appelle pour faire une notice nécrologique dans l'actualité juive. Et comme je vous l'ai dit, je savais qu'il était passé par Casablanca. Je lui pose la question de savoir si son père ne lui avait jamais parlé de M. Chouchani. Et il me dit que dans un tiroir, il a trouvé une pochette avec des documents, dont ce faux acte de naissance qu'il m'a transmis. Et là, on voit une photo donc, de M. Chouchani, donc, qui est le fils de Frecha Onona. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais sa puissance, c'est d'avoir quand même un faux acte de naissance validé par les autorités religieuses du Maroc, ce qui n'était pas quelque chose d'évident. Vous avez ici des carnets, des cahiers qu'a écrit M. Chouchani à Montevideo. Alors ces carnets aussi, j'ai pu les photographier parce que c'est quelqu'un qui les a récupérés en France et Elie Wiesel a les mêmes. Il a griffonné des tas de cahiers, mais on dirait qu'il a fait exprès. Parce que si vous voyez, c'est un mélange de langues, mais on ne voyait pas trop. Il y a des formules mathématiques, il y a de l'hébreu, il y a du grec. Et encore une fois, on dirait que c'est fait exprès pour qu'on n'y comprenne absolument rien. Là, vous avez un extrait. Alors, on subodore qu'enfant, Elie Wiesel, Monsieur Chouchani, pardon, aurait rencontré le Rav Kook, père, à Jérusalem. Et en fait, la véritable identité, Shalom Rosenberg, ce professeur à Jérusalem, a affirmé qu'il s'appelait Hillel Perlman, et je pense que c'est la piste qu'il faut suivre. Et en fait, on trouve un échange de correspondance entre le Rav Kook et Hillel Perlman, qui date de 1880. Alors, ça date des années 1905, et on pense que, en fait, alors il demande des nouvelles de cet étudiant qui est un érudit et qui est sans doute Monsieur Chouchani. Là, vous avez des clichés de Monsieur Chouchani. Alors, vous voyez que, alors, il a le col. Là encore, c'est un effort. Parce qu'il a plus ou moins une tenue, même s'il a la cravate de travers et le col. Mais bon, tout le monde le voyait à Montevideo, il avait des pantalons sales, il enseignait dans un état absolument déplorable, mais il faisait exprès. Même un jour, quelqu'un lui a dit « Vous êtes professeur, allez vous changer ». Et il est rentré chez lui, dans une petite chambre, une chambre qu'il avait à Montevideo, et il est revenu avec des habits flambant neufs. Donc il les avait. Au sujet aussi de la manière dont il vivait, Elie Wiesel raconte une anecdote quand il était dans sa chambre de bonne, à Paris, donc dans ces années d'après-guerre, que Chouchani fuyait toujours, il fuyait la police, il fuyait tout le monde, et que dans son immeuble, les policiers montent, Chouchani se sauve, et Elie Wiesel est tenté d'ouvrir cette petite valise qu'avait toujours Chouchani avec lui. Et dans cette valise, il y avait plein de devises étrangères, il y avait des bijoux en or, il y avait des montres de femmes cassées, des jouets d'enfants, des choses farfelues, mais en tout cas des choses qui démontraient qu'il avait de l'argent. Et quand il est arrivé en Uruguay, Elie Wiesel lui a dit, donc ça Elie Wiesel le raconte, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens à New York, j'ai trouvé des mécènes, ils peuvent te créer une yeshiva avec l'aura que tu as, ça fonctionnera bien, etc. Et Chouchani lui aurait dit, je ne mettrai plus les pieds aux États-Unis, j'ai été ruiné dans le crack de Wall Street. Donc c'est quelqu'un qui avait sans doute de l'argent, mais qui, pour une raison qui est la sienne, entretenait cet état. Il y a un article qui est apparu en 2015 d'une journaliste israélienne, Yael Levin, et qui dit que, évidemment, M. Chouchani était bien Hillel Perlman, et puis elle a retrouvé des pistes en disant que c'était son père. Le père d'Hillel, c'est sans doute pas vrai, mais pour dire en fait qu'il fascine, mais que cette thèse d'Hillel Perlman est une des plus communes. Et je vous ai mis l'ouvrage une des 4 lectures talmudiques. En fait, les leçons talmudiques que donnait Elie Wiesel au colloque et Emmanuel Levinas au colloque des intellectuels juifs sont publiées sous le thème de 4 lectures talmudiques. Et dans ce livre-là, notamment, il parle de ce fameux maître à qui il devait tout, et il cite le nom de Chouchani. Alors, ce côté mystérieux, eh bien, qui n'intéressait pas du tout Levinas, mais qui intéressait
qui intéressait Elie Wiesel, eh bien, était quelque chose qu'il déployait, qu'il exagérait, etc. Et finalement, pour résumer, la méthode de Chouchani absorbée par Elie Wiesel, qu'il inscrive dans l'école de Paris. Alors, je vais aller vite parce que le temps tourne. Qu'est-ce qu'il a appris? Et c'est sans doute ce qui est plus important que la légende, que l'homme se définit par ce qui l'inquiète et non pas par ce qui le rassure. Et Chouchani lui disait: quand donc comprendras-tu que tu vivais chercher dans l'erreur, car Dieu signifie mouvement et non pas explication. Et c'est notamment sur un sujet particulier que Chouchani le guidera toute sa vie, c'est l'ascétisme et la quête de la souffrance. Et en fait, la méthode de Chouchani, quelle était-elle? C'était de déconstruire. C'est qu'un jour, il lui donnait une certaine version des faits, le lendemain, il lui en donnait une autre, le surlendemain, encore une autre, et il pouvait rester des mois à contredire un texte. Et c'est ça, sans doute, la méthode qu'il faut retenir de Chouchani. Dans la formation d'Elie Wiesel et de Chouchani, qu'est-ce qu'il faut retenir cette fois-ci? Que comme les principaux intellectuels juifs de l'école de Paris, eh bien, Elie Wiesel a reçu la formation de Chouchani, que sa réflexion a été marquée par Chouchani, car il a donné un nouvel éclairage aux enseignements traditionnels qu'il avait reçus quand il était enfant, c'est-à-dire la mise en perspective des sources de la tradition juive avec la culture occidentale et cette fameuse déconstruction des idées. Et en ce sens, il lui a permis d'adhérer à l'expérience de l'école de pensée juive de Paris. Et la dernière chose à retenir, c'est que ce personnage fantasmatique, irréel, l'a fasciné spirituellement et qu'il a contribué, que c'est Elie Wiesel aussi qui a contribué à en faire une légende, en le citant dans plusieurs de ses livres, mais aussi en brouillant les pistes sur sa véritable identité qu'il devait connaître, mais qu'il avait promis de ne pas révéler. Alors je pourrais me passer encore des heures. On sait que Elie Wiesel a rencontré un neveu de M. Chouchani au moment de sa disparition et que ce neveu lui a confirmé sa véritable identité. Alors, est-ce que sa véritable identité était Mordechai Rosenbaum ou Hillel Perlman? Eh bien, peut-être qu'un jour, on le saura si des bribes du manuscrit qu'il écrivait avant sa disparition sortiront. Alors, on était dans la formation, donc l'enfance avec une formation chassidique, Chassidut Vischnitz, la formation des maisons de Lozé, intellectuelle qui a été primordiale, et son inscription dans l'école de pensée juive de Paris. Sa participation à l'école d'Orsay, où il a donné des conférences dans les années 50, et ses leçons au colloque des intellectuels juifs, eh bien, signent son appartenance à l'école de Paris. Et je vois que l'heure tourne, donc je vais aller très vite. Là, vous avez une photo de l'une des premières promotions de l'école d'Orsay. Vous voyez en bas, entre les jeunes femmes, Robert Gamzon, le créateur des EI, le créateur de l'école, et au milieu, avec un collier de barbe, Manitou, Léon Ashkenazi, donc étudiant de la première promotion, qui deviendra aussi directeur de l'école d'Orsay. Les archives de l'école d'Orsay ont disparu lorsque la maison a été vendue et il reste, pour avoir des informations sur cette école, eh bien, les témoignages et les interrogations des personnes qui ont fréquenté Orsay dans ces années-là, donc entre 1946 et 1970. Il y a Armand Bécassis, il y a Gérard Atlan, il y a Gérard Istrel qu'on peut questionner. Eh bien, certaines de ces personnes ont confirmé qu'Elie Wiesel avait donné des conférences dans les années 50 à l'école d'Orsay. Alain Michel, qui est l'historien des EI, affirme aussi qu'Elie Wiesel a donné des conférences à Orsay dans les années 50. Donc je cherche encore toujours des textes, des archives, des éléments qui confirmeraient cela. Donc je pense qu'on peut quand même faire confiance aux témoignages de ces différentes personnes qui ont fréquenté Orsay. Donc Elie Wiesel a donné des conférences à Orsay. Mais Elie Wiesel a aussi participé au colloque des intellectuels juifs de langue française, donc cette deuxième expérience qui a fait partie de l'école de pensée juive de Paris. Et du côté du colloque des intellectuels juifs, eh bien, on connaît toutes ces interventions grâce aux archives et aux actes qui ont été publiés. Et cette démarche intellectuelle d'Elie Wiesel est en plusieurs points, elle coïncide en plusieurs points avec celle de ses pairs du colloque des intellectuels juifs de langue française. À l'instar de ces intellectuels qui s'étaient réunis à Versailles en 1957, la question ontologique de la signification d'être juif après la Shoah est un questionnement majeur, essentiel et récurrent dans l'œuvre d'Elie Wiesel. Enfant d'une génération
qu'il voit comme à la fois la plus maudite et la plus bénie de l'histoire. Elie Wiesel cherche un sens non tant à sa propre vie qu'à sa survie. Il mesure le chemin parcouru et ne cesse de tenter de comprendre. Dans toute son œuvre, il ne fait que poser des questions. Comment croire en Dieu après Auschwitz? Et puis, comment ne pas y croire? Ayant entendu le chant et le silence des morts, comment écouter autre chose? Et comment ne pas vouloir écouter autre chose? Et puis, comment expliquer ce qui, dans son essence même, défie le langage? Le survivant, en 2 mots, qui a le sentiment de vivre plus fort que tout, sur tout. Elie Wiesel écrira, je le cite, « Certes, je ne compare pas Treblinka, Majdanek aux autres tragédies passées à venir. Je crois que je continuerai de croire qu'Auschwitz nie toutes les analogies. Mais nous devons y voir des termes de référence. Il faut tout relier à cet événement sans toutefois le comparer à quoi que ce soit. » Et de là coïncide la naissance de sa fidélité à l'État d'Israël, bien que vivant en diaspora. Celui qui avouait avoir une foi blessée, eh bien, écrivait dans la préface d'Un Juif aujourd'hui, je le cite, « Je me souviens de débats tumultueux, angoissés, auxquels j'ai assisté en France. Fallait-il se rendre en Palestine et se battre au nom du nationalisme juif, ou au contraire adhérer au mouvement communiste et propager un idéal d'internationalisme? Approfondir la tradition lui tournait le dos. Les options se situent aux extrêmes. Adhésion totale ou aliénation totale. Fidélité inconditionnelle ou reniement impossible. Impossible de revenir aux habitudes, aux modes et principes d'autrefois. Le juif pouvait dire « J'ai souffert, on m'a fait souffrir, il ne me reste qu'à me rapprocher des miens. » Et c'était compréhensible. Ou bien « J'ai trop souffert, je n'ai plus la force, je me retire, je ne tiens pas à ce que mes enfants héritent de cette souffrance. » Et cela aussi était compréhensible. De là aussi, donc l'acceptation de toutes les facettes du judaïsme, du religieux au non-religieux, mais aussi l'acceptation d'un judaïsme ouvert sur les non-juifs. Et à travers cette éthique juive, eh bien, Elie Wiesel s'adresse à tous. Autant d'approches vers la vérité dans sa réflexion qui scelle le lien entre les vivants et les morts, entre les juifs et les non-juifs, entre soi-même et les autres, à l'instar des buts recherchés par les différents colloques des intellectuels juifs de langue française. Et c'est sous la plume d'Elie Wiesel qu'on a la définition même de ce qu'était l'école de pensée juive de Paris. Il disait, Elie Wiesel, je le cite, « Comme par le passé, l'épreuve provoqua non pas un déclin, mais une renaissance de la conscience juive et un épanouissement de l'histoire juive. Plutôt que de rompre ces liens, le juif les resserra. Auschwitz l'aura rendu plus fort. » C'est quand même incroyable qu'il faut l'expérience concentrationnaire sans pour autant la justifier, mais de dire qu'il fallait ça pour que l'intellectuel juif redevienne juif, pour qu'une expérience comme l'école de pensée puisse renouer avec l'étude des sources de la tradition juive qui avait été considérée jusque-là par les grands penseurs comme quelque chose, comme une survivance d'un passé révolu, comme un obscurantisme. Donc, Elie Wiesel disait « Même celui qui agit en dehors de la communauté en épousant les causes dites universelles, c'est le juif en lui qui l'y incite, le juif en lui qui s'efforce de réformer l'homme parce qu'il désespère des hommes, même s'il en mesure de devenir autre, le juif demeure juif. » Et c'est ce défi qui justifie les espoirs que le juif met dans le judaïsme et les traits singuliers que Elie Wiesel imprimera sur le destin. Alors finalement, pour résumer, la conclusion du message d'Elie Wiesel et d'école de pensée juive, c'est que sa mission à Elie Wiesel n'a jamais été de judaïser le monde, mais de l'humaniser. Et de là, on trouve le point de départ de la méthode des penseurs de l'école de pensée juive de Paris, c'est partir des sources de la tradition juive en dialogue avec l'universel pour répondre à toutes les questions contemporaines, modernes que l'on peut se poser. Alors, j'allais vous parler longuement de ces différentes interventions au colloque des intellectuels juifs de langue française, mais je vais, puisqu'il est -5 et que je voudrais vous laisser le temps de poser des questions, je vais aboutir à la conclusion et peut-être qu'un jour, il faudrait faire un cours ou une conférence sur précisément Elie Wiesel et le colloque des intellectuels juifs de langue française. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces interventions au colloque des intellectuels juifs de langue française? D'abord, que ces participations
et j'aurais bien insisté dessus ce soir, ces participations signent son inscription et son appartenance au groupe des intellectuels juifs de langue française. Alors que sa conscience juive a justifié ses nombreux engagements dans les grands débats contemporains, ses participations à ce colloque et à l'école d'Orsay où il a donné des conférences signent son inscription dans l'école de Paris aux côtés de ses maîtres André Neher, Lévinas et Manitou. Comme eux, il a côtoyé Chouchani, qui a pesé sur sa réflexion et été influencé aussi par Jacob Gordin, au travers indirectement du savoir qu'il a reçu de ses maîtres, et notamment de Manitou. Intellectuel juif de langue française, pourquoi? Parce que sa formation à l'OSE a permis à son œuvre de se développer en français. Et à l'examen de ces leçons données au colloque, eh bien, on retrouve cette méthode de tirer des enseignements de la tradition juive et des récits racidiques qui sont des réponses aux questionnements contemporains, et ces histoires racidiques qu'il cite abondamment dans ses interventions au colloque des intellectuels juifs et qui éclairent la réflexion. En revanche, ce qu'il fait peu dans ses interventions au colloque, c'est de citer des écrivains ou des philosophes de la tradition occidentale, alors même que sa formation par M. Val, dont on a parlé tout à l'heure, aurait pu lui en permettre. Alors, quels ont été les thèmes de prédilection qu'il a abordés dans son inscription dans l'École de pensée juive de Paris? Ce sont les questionnements engendrés par la crise de la modernité incarnée par la Shoah. La tolérance, qui est la perte de foi chez les uns et qui valait bien la découverte de Dieu chez les autres. Et il dira même qu'Auschwitz nous ordonne de douter de l'homme et de placer notre foi en Dieu. Donc, les questionnements engendrés par la Shoah, la tolérance, la vocation juive a éclairé la conscience occidentale, l'importance de l'étude, l'importance de la joie et du chant, quelque chose qu'il appréciait, mais aussi la recherche du silence. Il dira que c'est en cherchant le silence, en le creusant, que je me suis mis à découvrir les périls et les pouvoirs de la parole. Et enfin, l'écriture pour ne pas devenir fou. Vous savez que dans son œuvre, la question de folie est présente bien souvent, et il dira même « Pourquoi j'écris ?» Il répondra « Peut-être pour ne pas devenir fou, ou au contraire pour toucher le fond de la folie. » Autant de thèmes qui sont l'essence de la réflexion également des autres intellectuels de Paris et qui démontrent sa filiation incontestable avec cette expérience. Alors, en guise de conclusion, l'après Elie Wiesel, on va l'aborder aussi, la fidélité à ses engagements enfants, la fidélité à sa formation dans les maisons de Lausée, la fidélité à son enseignement dans l'école de pensée juive, la fidélité, la constante de sa méthode. Enfermé dans son rôle de témoin, d'écrivain de l'indicible, on a négligé son rôle au sein de l'école de Paris. Et pourtant, c'est bien là tout l'enseignement d'Elie Wiesel. Après la catastrophe et la barbarie, œuvrer pour un retour à la culture dans sa diversité, dans sa richesse, dans sa profondeur et dans le désir intense de renaissance d'un monde éclairé, un monde éclairé par les lumières du savoir après la traversée des ténèbres. Et Elie Wiesel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été une figure incontestable, une figure majeure de cette expérience dont il avait très tôt pressenti les limites. Il a été l'un des premiers à pressentir les limites de l'école de pensée juive de Paris. Pourquoi? Il dira: après la libération, les illusions avaient pris forme d'espérance. On était convaincus que sur les ruines de l'Europe, un monde nouveau serait bâti, une civilisation nouvelle verrait le jour, plus de guerre, plus de haine, plus d'intolérance, plus de fanatisme nulle part. Et tout cela parce que les témoins avaient parlé. Eh bien, ils ont parlé, et c'était pour rien. Et cette citation résonne avec une acuité particulière dans les jours. Et il avait déjà pressenti, au début des années 80, que la figure de l'intellectuel juif connaîtrait une éclipse. Cette figure, cette école de pensée juive de Paris, qui avait répondu présente au défi de la Shoah et qui a joué parfaitement son rôle à une époque où le fait juif, c'est-à-dire toutes les questions éthiques, devait rappeler son importance dans les questions contemporaines, l'école de Paris a fait le job. Mais aujourd'hui, les enjeux ne sont plus les mêmes. Une réflexion seulement éthique n'est plus suffisante pour faire face aux défis contemporains. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté. C'est Shmuel Trigano qui appelle ça la souveraineté. Et l'école de Paris a restauré la posture métaphysique du sujet juif, et notamment face au monde occidental. Et de cela, il faut lui être reconnaissante. Mais elle n'a pas pensé les implications considérables
de cette démarche de telle sorte qu'elle a vécu en porte-à-faux la période qui a suivi. C'est la période postmoderne que l'on vit aujourd'hui. Même si elle n'a fait de tort en aucune façon et qu'elle était indispensable au moment où elle était créée, c'est-à-dire entre la libération et les années 80, eh bien aujourd'hui, elle n'est plus adaptée à la période qui s'ouvre. Et c'est sans doute pour ça qu'il est très difficile aujourd'hui de nommer des intellectuels juifs qui sont à la fois du côté des sources de la tradition juive et font référence à l'universel, et qu'on cherche toujours un ou des successeurs à Elie Wiesel. Pour terminer, et ça sera une petite anecdote, on montre souvent cette photo pour illustrer l'école de Paris. On voit M. Hazan, André Neher, Manitou, Éliane Amadou, Lévy Valency, et je me suis aperçue il y a quelque temps que sur le tableau derrière, il y avait écrit le nom d'Elie Wiesel. Donc ça veut dire que Elie Wiesel était étudié comme ses penseurs, au même titre que Buber ou Avraham Eshel, et donc qui confirme une nouvelle fois que avec toutes ces figures qui sont évidentes de l'école de pensée juive de Paris, eh bien, Elie Wiesel a été un précurseur. C'est une des dernières photos d'Elie Wiesel. Alors, si vous voulez, vous pouvez venir chercher ici une bibliographie qui m'a été utile pour rédiger, pour préparer cette intervention. Et si vous avez des questions, des éclaircissements sur des points qui n'ont pas été clairs, eh bien, la parole est à vous. Oui, alors, on va vous apporter un micro. Quand vous parlez de successeur, c'est en tant qu'intellectuel juif avec sa façon de penser de langue française ou de façon générale du monde juif? Alors, la démarche dans laquelle s'inscrit Elie Wiesel est une démarche et celle d'intellectuels juifs de langue française. Et ce que vous dites est important. L'école de Paris, c'est une méthode de langue française. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'œuvre d'Elie Wiesel qui était en langue française. Alors, rapidement, il y a le micro. Au cours du XXe siècle, il y a une sorte de déplacement du foyer des intellectuels juifs qui est lié à la langue. Avant-guerre, c'est plutôt en allemand, du côté de Berlin, même si des intellectuels qui viennent de toute l'Europe y participent, dont Jacob Gordin, dont j'ai parlé tout à l'heure, autour de cette célèbre Académie des sciences du judaïsme, la Wissenschaft, donc l'allemand. Après-guerre, avec Jacob Gordin qui arrive en France et qui forme ses différents élèves, la langue, le foyer le foyer des intellectuels juifs devient la langue française. Il y a une étape importante qui est en France 1967, qui est pourtant la guerre des 6 jours. Et à cette date, les principaux animateurs de l'école de pensée juive montent en Israël. Manitou pour l'école d'Orsay, André Neher, Éliane Amadou, Lévy Valency, Jean Val, Beno Gross et tant d'autres pour le colloque des intellectuels juifs de langue française. Et à partir de là, une théorie qui est la mienne et qui n'est peut-être pas suivie, c'est qu'aujourd'hui la pensée juive est tirée vers le haut, plutôt en langue hébraïque ou en langue anglo-saxonne, mais en tout cas à Jérusalem et du côté de l'université hébraïque de Jérusalem. Donc à Elie Wiesel, quand on cherche des successeurs, c'est à tous ces penseurs de langue française. Il faut aussi que je dise, alors on pourrait en parler aussi longuement, c'est que ces intellectuels, quand ils sont montés en Israël, ces intellectuels juifs de langue française, ils ont pensé qu'ils pouvaient poursuivre en France, qu'ils pouvaient poursuivre en Israël ce qu'ils avaient tenté de faire. Et ça a été un gros échec, ça a été un échec dramatique, sauf peut-être pour Éliane Amadou, Lévy Valency, qui était la seule. Manitou, ça a été très pesant pour lui. André Neher, c'est pareil. Éliane Amadou, Lévy Valency est la seule qui a pu accéder à l'université en Israël, tout simplement parce qu'elle était passée par la Sorbonne et que la Sorbonne, ça parlait aux Israéliens. Et donc, elle a créé l'école française de Bar-Ilan, donc dans l'université de Bar-Ilan. Et dans ce département, elle a été la seule à faire en sorte que dans le même département, on étudie source de la tradition juive et la pensée en général. C'est toute la méthode de l'école de Paris. Et finalement, quand elle est décédée, sa méthode a été complètement oubliée. Et finalement, aujourd'hui, même s'il y a quelques disciples autour qui restent à pérenniser l'œuvre de Manitou André Neher, dans les universités, c'est assez anonyme. Ça fait que quelques années que Lévinas est traduit en hébreu. Et encore, son œuvre est utilisée à des fins idéologiques, comme le philosophe de l'altérité, plutôt un philosophe de gauche, alors que ce n'était pas du tout politisé, la figure de l'autre, la figure de l'arabe, du palestinien, alors que ce n'était pas. Donc pour vous dire en fait que des successeurs à cette méthode française, eh bien,
Je pense qu'on les cherche encore. Mais il existe je dirais une pensée juive vivante qui parle, qui mélange d'un côté la pensée juive et d'un côté le monde, mais c'est pas en français comme vous l'avez dit, c'est en anglais ou en hébreu. Alors, du côté de l'Institut universitaire, on trouve aussi ce genre il y a, on cite Gilles Bernheim. Je vous donne un exemple, Gilles Bernheim. Alors, au-delà de toutes les polémiques, et je ne suis pas là pour parler de polémiques, il est quand même quelqu'un qui a fait ses premières armes au colloque il a fait ses armes de philosophe au colloque des intellectuels juifs. Sa première intervention, je crois que c'était aux côtés, évidemment, d'Emmanuel Levinas, mais aussi, c'était la première intervention d'Alain Finkielkraut. On le sait peu, mais il est intervenu au colloque des intellectuels juifs, comme Bernard-Henri Lévy aussi. Et tout ça pour vous dire que quelqu'un comme Gilles Bernheim, qui est, quoi qu'on puisse dire, un philosophe, Lévinas n'était pas agrégé de philosophie. C'était un philosophe qui n'avait pas passé l'agrégation, mais sur son titre de philosophe, on ne lui renie pas. Donc Gilles Bernheim, quand il intervient dans le débat sur le mariage pour tous, quand il intervient dans ce débat sociétal, eh bien, il fait repousser un projet de loi, on en discute. Luc Ferry en parle de ce discours dans le Figaro, je crois. Le pape, dans son discours de Noël, l'avant-dernier pape, cite Gilles Bernheim et son petit livre sur pour ou contre le mariage pour tous, mais bon, on n'est pas là pour parler particulièrement du thème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Gilles Bernheim est un intellectuel juif qui est un rabbin et qui utilise la pensée juive pour s'insérer dans le grand débat des cultures. C'est ça la méthode. Mais aujourd'hui, qui fait ça? En France. C'est très difficile. Alors, le seul qui tente, c'est Trigano. Un petit peu, qui a très gentiment, finalement, Bernard-Henri Lévy avec son dernier livre. Alors, c'est ça, c'est qu'avant, on pouvait citer massivement. Il faut imaginer que dans les premières années du colloque, des 10 premières années, quand il y a un colloque des intellectuels juifs était organisé, eh bien, la presse nationale en parlait. Raymond Aron a fait des déclarations fracassantes au colloque des intellectuels juifs au moment de la guerre des 6 jours. Aujourd'hui, est-ce qu'une rencontre juive fait en sorte qu'on en parle dans la presse nationale parce que les révélations, ils sont fracassantes? C'est ça. En fait, on cherche une relève à Elie Wiesel. Alors, on a des tas de talents, mais il faudrait trouver une solution. Alors, moi, je peux donner un avis. Je pense que, finalement, il y a une sorte de... Dans ce colloque, dans cette école de pensée juive, chacun, avec son appartenance, pouvait dialoguer. Il y avait des religieux, des non-religieux, des sionistes, des non-sionistes. Je n'ai pas dit anti-sionistes, j'ai dit non-sionistes, des femmes, des hommes, des marxistes, des jeunes, des moins jeunes. Tout le monde dialoguait, tout le monde se retrouvait, tout le monde se disputait. Parce que j'ai vu aussi des documents d'archives où il y avait le comité préparatoire a failli imploser à plusieurs reprises. Mais finalement, on arrivait à dialoguer, à se retrouver autour d'une table ronde et à discuter. Aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'on a ceux qui sont du côté du judaïsme, de la tradition juive, qui pensent détenir une vérité qui est basée sur les textes et qu'on ne peut pas remettre en cause. Et ceux qui sont du côté de la culture en général, qui ont une culture universitaire très poussée, qui peuvent être des scientifiques ou des littéraires, et pour qui faire référence aux sources de la tradition juive est quelque chose qui ne peut pas aller avec l'évolution universitaire. Eh bien, le jour où on retrouvera ces intellectuels qui étaient ceux de l'école de pensée juive, où une vraie réconciliation se produira, peut-être que la pensée juive pourra avancer et qu'on sera encore un phare dans le grand débat des cultures et que les non-juifs pourront aussi trouver des réponses avec des discussions avec des juifs aux problèmes qui se posent dans la modernité. Alors, ce type de grand forum existe, mais encore une fois pas en France, enfin trop légèrement en France, mais je pense à Limoud UK où j'y étais encore fin décembre, qui est un grand rendez-vous hors Israël. Et il existe de ces grands rendez-vous, mais encore une fois, pas chez les Français. Moi, mon opinion, c'est qu'il faut reconnecter les Juifs de France avec les autres Juifs du monde pour gagner cette confiance qui nous manque sans doute. Parce que oui, nous avons beaucoup de choses à apporter, mais on est beaucoup trop absents et beaucoup trop... Alors d'où ce déplacement que la pensée juive est tirée vers le haut dans une autre langue que la France aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas. Merci. Ce qui n'était pas le cas dans les années d'après-guerre et jusqu'à la fin des années 70. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
D'accord. Oui, tout à l'heure, tu as parlé du dernier ouvrage non achevé de Elie Wiesel, concernant éventuellement le mystère Chouchani. Il y a des ayants droit, il y a des personnes qui peuvent, enfin, qui tu penses qu'ils vont le publier ou... Alors, si quelqu'un, Elie Wiesel a son épouse, il a son fils, tout est possible. Alors, est-ce que Elie Wiesel aussi a marqué du sceau du secret cet ouvrage, qu'il fallait qu'il le termine pour qu'il puisse être publiable? Est-ce qu'il est très avancé? Est-ce qu'il n'est pas avancé? On ne sait pas encore. On le saura prochainement, j'espère. Et là, on saura sans doute la véritable identité de Elie Wiesel, puisque Elie Wiesel avait rencontré quelqu'un de sa famille et dit, en tout cas, dans ses témoignages, qu'il connaissait sa vraie identité. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, même en marge ou en décalage? N'hésitez pas, on est entre nous. Alors ça, ce n'est pas une historienne qui peut vous le dire. Vous savez sans doute qu'au mois de mars, il y a un nouveau colloque des intellectuels juifs qui est organisé. Alors, dans la pluralité des composantes du judaïsme français, il y a même des non-juifs qui y participent. Donc il faut aller voir, par curiosité intellectuelle, et peut-être que ça peut être le début de quelque chose et de quelque chose de beau. Attendons de voir. Eh bien, merci.